moi, je vais essayer de faire ce que l'objectif, c'est qu'on ait une discussion de ça. Donc, je vais essayer de synthétiser un peu ce qui vous a conduit à... C'est ça, vous m'entendez? C'est ça. Ce qui vous a conduit à réfléchir à une méthodologie syndicale, on va le dire comme ça. La méthode en soi, c'est-à-dire concrètement comment on essaye de travailler syndicalement d'une manière un peu différente. Les effets que ça a eu de l'expérience qu'on en a maintenant, sachant qu'on a entamé ça en 2008. Et puis, concrètement, où on en est aujourd'hui, bon là, c'est plus dans le domaine de la discussion, je pense qu'on abordera ces questions-là. Alors, évidemment, Renault, là, ça reste un exemple, hein, parce que je ne connais pas, évidemment, je ne connais pas, donc je ne sais pas de quel milieu vous êtes. Enfin, je pense que beaucoup se reconnaîtront, hein, dans l'évolution. Donc, en fait, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a constaté, alors c'est pas spécifique à l'usine du Mans, hein, parce que là, il s'agit du groupe Renault. Un groupe Renault, simplement pour chacun, en plus, c'est pleinement d'actualité, c'est 56 000 personnes en France, avec ses filiales. Et Renault, c'est très étendu en termes d'activité, hein, puisqu'il y a une part d'activité industrielle, bien sûr. Hein, il y a une dizaine d'établissements industriels, il y a de l'ingénierie tertiaire, c'est même maintenant en France un gros pavé de l'activité de Renault. Il y a le tertiaire, bien sûr. Enfin bref, c'est quand même très étendu, avec des métiers qui sont aussi très étendus, auxquels il faut ajouter le réseau commercial, la filiale bancaire, qui est la DIAC, celle qui fait des prêts, etc., qui n'est pas rien d'ailleurs dans le dispositif de Renault. Enfin bref. Donc c'est quand même très étendu. Donc globalement, cette analyse-là, elle vaut pour tous les secteurs, en réalité, hein, de Renault. Alors, on a évidemment, dans les 25-30 dernières années, une augmentation importante des troubles musculo-squelettiques qui se sont largement amplifiés, bien que, quand on est dans le milieu industriel, on sait bien que les statistiques nationales, qu'elles soient Renault ou qu'elles ne soient pas Renault, qu'elles soient officielles, on va dire, elles sont en deçà de la réalité. Et malgré tout, parce que c'est ce qu'on appelle chez Renault les tricheries de déclaration des maladies professionnelles ou des accidents, il n'en demeure pas moins une augmentation des troubles musculo-squelettiques. On a les maladies cardiovasculaires qu'on parle peu, mais qui pourtant sont consécutives aussi à la question de l'organisation du travail, enfin on y viendra tout à l'heure, sachant que chez Renault, on a eu un rajeunissement des effectifs. Alors, c'est aussi pleinement d'actualité, hein. Ça fait bien longtemps que Renault ne remplace pas les salariés qui partent. Pour autant, il y a eu des embauches relativement importantes dans les années 96 à 2000, 2002, 2004, globalement dans certaines usines, ce qui fait que l'âge moyen dans certaines usines a considérablement baissé. Et pour autant, on a une augmentation, pour autant, importante des troubles musculo-squelettiques, en tout cas des maladies professionnelles plus globalement. Alors il y a eu les suicides du technocentre qui ont fait beaucoup parler dans la presse. Alors on peut le regretter dans une certaine mesure, puisque les journalistes s'intéressent beaucoup, dès lors où il s'agit de ce qu'on appelle chez Renault les cols blancs, ingénieurs, techniciens, qui là se sont évidemment suicidés de manière dramatique, bien sûr, mais qui ne représentent pas pour autant la majorité des suicides, y compris dans le secteur industriel. Hein, contrairement aux idées avancées, le taux de suicide est beaucoup plus important dans les catégories les plus faibles, entre guillemets, hein, du point de vue sociologique. Mais on peut quand même dire que l'aspect médiatique qui a tourné autour des suicides du technocentre a permis de montrer qu'en réalité, ce qu'on appelle la souffrance au travail, elle ne s'arrête pas aux catégories professionnelles, opérateurs, ouvriers, mais qu'elle est beaucoup plus globale et qu'elle touche tous les secteurs d'activité des milieux professionnels. Alors, évidemment que les militants syndicaux ne sont pas épargnés non plus, qui, eux, en d'autres termes, ont aussi plusieurs aspects à gérer, parce qu'ils sont, comme les autres, contraints de supporter les organisations du travail qu'on leur impose, mais c'est aussi les complications du fait de leur activité syndicale. Alors là, je ne m'étendrai pas sur les différentes stratégies patronales, l'isolement, enfin, etc. Donc, ça en rajoute aussi, pour eux, sur leur difficulté à appréhender les questions, mais aussi sur leur sentiment d'impuissance à ne pas pouvoir changer le quotidien des salariés, et particulièrement sur les questions de santé au travail. Alors en fait, on a fait un parallèle, hein, dans les 20-25 dernières années, entre d'un côté, comme je viens de l'évoquer, le développement des différentes souffrances, le développement des risques psychosociaux, j'y reviendrai, et puis la mise en œuvre, parce que ça, c'est un parallèle. Alors d'une part sur l'individualisation des salaires, puisque chez Renault, l'individualisation des salaires,
elle date de 1993, qui a été étendue aux ouvriers. Par le passé, chez Renault, les ouvriers n'avaient pas un salaire individualisé. Moi, j'étais embauché en 82, j'étais OS, les OS étaient payés tous pareil, en dehors de l'ancienneté. Là, à partir de 93, sauf la CGT, tous les syndicats signent ce qu'on appelle l'individualisation des salaires au nom précisément de la reconnaissance individuelle, etc., etc. Ça date donc de 93, mais on verra l'impact que ça a pu avoir ensuite. C'est la mise, ce qu'on appelle la fixation d'objectifs, qui ne s'arrête pas ni aux cadres, ni aux techniciens, ni aux agents de maîtrise, mais y compris maintenant aux ouvriers, qui sont pour l'essentiel totalement inatteignables. C'est-à-dire qu'on explique aux salariés qu'annuellement, ils doivent aboutir ou obtenir des objectifs qui, de toute façon, comme chacun sait, ne pourront pas atteindre. Je fais vite, mais on aura l'occasion de développer si vous voulez. C'est la flexibilité, thème actuel d'ailleurs, puisque je pense que vous regardez les médias sur ce qui se passe chez Renault, qui date chez Renault depuis 92, où au nom de baisser le temps de présence dans les usines, en 92 à l'usine de Douai, on a proposé aux salariés de supprimer les temps de casse-croûte, les temps de repas, de manière à ce que les salariés quittent l'entreprise plus tôt. Et depuis 92, les accords se sont à la fois étendus, mais à la fois ont été modifiés 7 fois, par exemple, de mémoire à Douai, où on en est arrivé au-delà de la suppression des temps de repas, en réalité à la suppression aussi des temps de pause, avec globalement, pour vous donner un exemple, l'usine de Flins, c'est 2 pauses dans la journée, une de 13 minutes et une de 7 minutes. Donc c'est ça. C'est donc la suppression totale des moments conviviaux autour d'un café, y compris autour de l'apéro d'ailleurs, dans les entreprises, puisque ça se faisait aussi, mais qui était un moment important d'échange, de rencontre, de discussion, de confrontation, et pas simplement d'ailleurs sur les questions du travail, mais d'abord sur les questions du travail, mais y compris sur les questions syndicales, sur les questions... voilà. Donc ça, c'est... Et donc on a, en parallèle aussi, pour plein de raisons, l'affaiblissement des forces syndicales. Alors c'est vrai à la CGT, c'est aussi vrai pour les autres façons syndicales, où on a à la fois une conjugaison de la faiblesse de la syndicalisation et en même temps, y compris des difficultés de mobilisation. Et puis, enfin, c'est une modification sociologique hyper importante. Alors, je l'ai évoqué, il y a eu les embauches, avec une modification importante d'abord chez les ouvriers, puisque jusque dans les années 82, en fait, pourquoi je dis 82 ? Parce que c'est la dernière grande phase d'embauche chez Renault. 82, pour ceux qui ont connu, ça a été ce qu'on a appelé les contrats de solidarité, c'est-à-dire que les salariés pouvaient partir à 57 ans chez Renault, mais en lieu et place, il y avait de l'embauche de jeunes. C'est-à-dire qu'il y avait même plus d'embauches de jeunes qu'il y avait de départs. Moi, j'ai été embauché à l'époque dans ce qu'on appelait les contrats de solidarité. Et une des références à l'époque pour embaucher dans le secteur ouvrier, c'était justement de ne pas embaucher des gens qui avaient un diplôme. C'était d'embaucher dans les secteurs de production essentiellement des gens qui n'étaient pas diplômés. C'était la référence, à l'exception évidemment de quelques-uns, pour aller dans les métiers dits de maintenance, mais globalement c'était ça. Par la suite, les choses se sont profondément bouleversées, puisque dans les usines de mécanique, par exemple, c'est plutôt minimum BEP, CAP, Bac Pro, c'est quand même une part importante, voire y compris dans les secteurs de production maintenant, des gens qui ont des Bac plus 2 et qui sont opérateurs, mais avec un Bac plus 2. On y reviendra si vous voulez, la manière dont les entreprises s'y prennent. Et puis, en parallèle de ça, alors si quand même, modification sociologique, c'est aussi dans la représentation des salariés dans l'entreprise. Juste un chiffre pour que vous vous rendiez compte. En 85, chez Renault, les ouvriers représentaient 67% des effectifs totaux. Il y avait 5% de cadres, et le reste étant des techniciens agents de maîtrise. Aujourd'hui, il y a quasiment autant de cadres ingénieurs que d'ouvriers, et le reste, c'est un tiers d'ouvriers, à peu près un tiers d'ingénieurs, un tout petit peu moins, et un tiers de techniciens agents de maîtrise employés. Donc on voit bien que là aussi, il y a un changement très très profond du rapport entre les statuts, entre les catégories professionnelles, et évidemment qui vient de fait modifier aussi le rapport syndical, et en particulier pour la CGT qui était très très présente bien sûr dans les catégories ouvrières. Alors sur le plan syndical, je l'ai évoqué, c'est modification de l'organisation du travail, c'est flexibilité, réduction des temps de pause. Alors on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est le lean manufacturing, excusez-moi ma prononciation anglaise. Chez Renault, on dit le système de production Renault. Alors dans l'industrie automobile,
chacun nous ramène son système de production soi-disant spécifique. Chez Renault, c'est le SPR, chez Peugeot, c'est le SPP, chez Toyota, c'est le SPT. Mais globalement, pour le traduire comme ça, c'est du taylorisme, en fait, réamplifié et remis au goût du jour, mais encore à la puissance 10. C'est en même temps la standardisation. Et là, il ne s'agit pas de la standardisation du produit dont on parle, mais de la standardisation des hommes et des femmes. C'est-à-dire, autrement dit, de considérer que dans une entreprise, chacun peut faire n'importe quoi. Il suffit de suivre ce qu'on appelle une fiche d'opération standard, ça s'appelle comme ça chez Renault, ça s'appelle une fosse. Alors, ce n'est pas vrai seulement pour les ouvriers, c'est vrai y compris dans l'ingénierie, par exemple. En gros, on vous dit, ce n'est pas la qualification qui est importante, c'est la capacité à savoir lire et à savoir mettre en œuvre, eh bien, un peu comme une notice que vous achèteriez, que vous avez avec un produit que vous allez acheter. C'est l'éloignement, j'en ai un peu parlé, des élus de terrain. Alors, imaginez, les effectifs, c'était groupe Renault, on était 85 000 à peu près en 85. Aujourd'hui, on est, Renault Maison Mère, c'est plus petit, c'était 80 et quelques mille, on est 36 000 aujourd'hui. Donc évidemment, va avec la diminution des représentants syndicaux, bien sûr. Mais c'est en même temps associé à, on va dire, un isolement des délégués syndicaux. La Romand, par exemple, c'est une des usines où la répression était la plus importante, où on a vu, au moment des embauches, par exemple, dans des ateliers relativement importants, les élus, tous ceux qui étaient considérés comme étant relativement proches de la CGT, ont été mis dans des ateliers où il y avait quasiment que des vieux. Enfin, je le dis, c'est pour que chacun comprenne. Et donc, ne tend pas en rapport avec une partie de la jeunesse qui était embauchée. Enfin, les stratégies de cette façon-là, il y en a aussi plein d'autres. C'est évidemment, pour les élus, c'est un problème, puisque ça veut dire que quand on n'est pas en relation avec les salariés, ça devient compliqué pour travailler avec eux sur leur propre situation, sur le terrain revendicatif, enfin, etc., etc. Et puis c'est en même temps la multiplication, alors particulièrement au niveau central, mais c'est aussi vrai dans les établissements locaux, des réunions où la direction nous convoque maintenant au minimum 1 fois, 2 fois par semaine, pour nous faire des présentations qui durent 2 heures, 3 heures, où sont invités en règle générale souvent des gens considérés comme des experts, comme des universitaires, comme des techniciens, enfin bref, et qui viennent nous expliquer comment les gens vivent. En gros, c'est ça. Et on laisse 5 minutes à peu près pour nous demander si on n'aura pas des questions à poser. Enfin, je caricature à peine, mais c'est globalement ça. D'ailleurs, sur le Technocentre, quand il y a eu les suicides, la première chose qui est venue à l'idée, c'est de faire appel à un cabinet d'expertise pour venir savoir, pour venir étudier les raisons qui auraient motivé les suicides des ingénieurs et techniciens. Et on a exclu de fait les institutions représentatives telles que le CHSCT, qui de fait n'a pas joué son rôle, tout simplement. Or ça, on en est abouti à la conclusion que c'est en quelque sorte ce que nous on appelle l'institutionnalisation de l'activité syndicale. C'est-à-dire qu'en fait, on a une représentation syndicale qui est assez éloignée du terrain et qui passe beaucoup d'énergie et beaucoup de temps en fait dans l'institution. C'est vrai au niveau local et c'est encore plus vrai au niveau central pour des entreprises comme les nôtres, où il y a un comité central d'entreprise, où il y a un comité de groupe mondial, mais où on est, par la force des choses, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, relativement éloigné du terrain. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les interventions syndicales soient pas pertinentes, qu'elles ne soient pas justes, qu'elles soient absolument pas. Le problème, c'est qu'on est dans une situation où les interventions sont souvent relativement globalisantes, c'est-à-dire qu'elles n'évoquent que très peu des situations concrètes de travail, mais qui sont, par exemple chez Renault, on est assez fort, et ça c'est vrai pour beaucoup d'organisations syndicales, pour venir expliquer que la stratégie d'entreprise n'est pas bonne. Mais on est dans une analyse relativement globalisante. Et en plus, on est aussi sur ce que moi j'appelle la focalisation de l'activité syndicale sur un aspect purement victimaire. On vient expliquer que les gens souffrent, alors les suicides évidemment, ça en rajoute, bien sûr, mais on passe beaucoup de temps à expliquer que les conséquences d'une stratégie ont pour conséquence, en tout cas, bien une souffrance qui s'exprime malheureusement dans le biais du suicide, mais qui aussi ne s'exprime pas, parce qu'heureusement que les gens qui souffrent, tous ne se suicident pas, parce que sinon on passerait beaucoup de temps dans les enterrements. Troisième élément, c'est que ça nous amène aussi à passer beaucoup de temps dans la seule dénonciation du système.
et qui renvoie dans une certaine mesure à l'idée que pour modifier le quotidien des salariés, c'est-à-dire quelle que soit leur catégorie professionnelle, ça veut dire qu'il faut changer le système, en quelque sorte. Attendons le grand jour, le grand soir, la révolution, pour que, globalement, on puisse changer la situation qui est faite au quotidien de chacun d'entre nous. Mais ce qui veut dire aussi, à ce moment-là, qu'est posée la question de l'utilité du syndicalisme. Est-ce que le syndicalisme, c'est seulement un relais de l'expression de souffrance des salariés, ou est-ce que le syndicalisme, au contraire, doit être beaucoup plus offensif et qui doit permettre de faire évoluer positivement les choses? Alors un petit dessin, des fois, résume un peu les choses. C'est d'un côté la stratégie d'entreprise, donc avec son organisation, avec la prescription que j'ai évoquée tout à l'heure, qui a des conséquences sur la qualité, sur la production, qui a des conséquences sur les effets, bien sûr, sur les personnes. J'y reviens pas. Alors, j'ai parlé souffrance, mais c'est aussi l'exclusion, puisqu'on a énormément de salariés qui quittent l'entreprise bien avant, entre guillemets, le départ naturel, la retraite, etc., parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont inaptes, parce que, de chiffres de mémoire, l'usine de Douai ou de Flins, on a à peu près un quart des salariés de production qui sont aujourd'hui avec des inaptitudes pour lesquelles le travail en chaîne leur est maintenant impossible. Ce qui veut dire que cela, la direction dit ne pas savoir quoi en faire, ce qui explique qu'au Liembourg entière explique que c'est normal qu'on supprime 7500 personnes sans que ça posera de problème à personne. Enfin, je vais refaire la parenthèse, mais on y reviendra. Mais globalement, l'activité syndicale, elle se focalise quand même globalement là. C'est-à-dire on passe énormément d'énergie à dénoncer stratégie de conséquences sur les salariés. Et les interventions dans les différentes institutions. Alors ça, évidemment, je suis dans le secteur privé là, je ne connais pas beaucoup la fonction publique, mais c'est vrai au niveau central, comme c'est vrai au niveau, encore une fois, local, CE, CHSCT, DP, etc. Donc l'idée, c'est pas l'idée, la réflexion qui nous est venue, c'est comment on peut imaginer restaurer le pouvoir d'agir des salariés sur leur travail, d'abord pour la préservation et la construction de leur propre santé à eux. C'est déjà la première des choses, puisque je viens d'évoquer l'aspect souffrance au travail. Deuxième chose, mais qui est liée à la première, c'est comment on peut, malgré tout ça, malgré l'organisation, élaborer collectivement des revendications, mais qui soient gagnables et qui apparaissent comme telles pour les salariés et qui aboutissent au changement du quotidien. Pas demain, pas dans 6 mois ou dans 10 ans, mais maintenant, concrètement. Et donc, comment on essaye de sortir d'un discours généraliste. Alors, j'insiste pour dire, ce qui ne veut pas dire que le discours est mauvais, et comment l'activité syndicale, au lieu de se focaliser sur le discours généraliste, elle revienne sur plutôt la construction des actions revendicatives qui partent à la fois du travail des salariés, donc de ce qu'on appellera maintenant communément le réel du travail des salariés. Alors, dans la méthode, d'abord rappeler que face à la prescription, travailler, c'est prendre soin de ce qui n'est pas donné à l'avance. Par exemple, pour l'illustrer, pour ceux qui connaissent un peu la mécanique, vous avez un petit dessin qui vous dit que vous allez prendre un tournevis et mettre 2 vis. Ça, c'est la théorie, parce que la vis peut tomber par terre, il peut manquer une vis dans le sachet, le tournevis il peut casser, ça c'est prévu par personne. Et la prescription, dans ces conditions-là, on ne pourra pas la tenir. Donc, prendre soin, comme c'est indiqué là, face à la prendre soin de tout ce qui est déterminé à l'avance, c'est ce que font les salariés en règle générale. Et c'est l'essentiel d'ailleurs de leur activité. Bien faire son travail, quand l'organisation est défaillante, c'est là qu'on a fait le lien entre cet aspect-là des choses et les effets sur la santé des salariés. Alors, il y a la mise à l'écart des salariés, mais pas seulement. C'est-à-dire l'incapacité à pouvoir, à un moment donné, j'y reviendrai, arriver à faire ce qu'on souhaiterait faire sur des critères de qualité qui nous sont propres, ou qui peuvent être propres à un collectif de travail, mais pour autant, pour lesquels on n'arrive pas à faire, parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Et donc, c'est en quelque sorte les termes de cette rencontre entre, d'un côté, la prescription, donc théorique, ce que je viens d'évoquer, ce qui n'est pas pris en charge par avance par les salariés, et la différence entre le réel de ce à quoi ils sont confrontés tous les jours. Et ça, c'est vrai, encore une fois, pas seulement pour les opérateurs, mais c'est aussi vrai pour des ingénieurs. Et donc, c'est là, à notre sens, que se jouent les questions de qualité du travail bien fait, de la qualité pour le marché, sachant que chacun n'aura pas la même, et pas les mêmes critères par rapport à ça, sur les questions de production, qui touchent aussi aux questions de réalisation du travail, et donc sur les effets sur les personnes en termes de santé, et pas seulement de santé physique, bien entendu. Et donc c'est dans cette rencontre
que se jouent les enjeux du pouvoir d'agir des salariés. Alors, syndicalement, on ne dirait pas forcément pouvoir d'agir, on dirait plutôt rapport de force, on dirait plutôt capacité à intervenir dans un domaine, mais il n'empêche qu'il s'agit bien d'une action individuelle, mais que l'on voudrait rendre comme une action collective. En gros, là aussi, petit schéma, quand un salarié rentre dans une entreprise, quelle que soit l'entreprise, et quel que soit d'ailleurs le niveau, la qualification, pas de qualification du tout, ou avoir une haute qualification, il n'empêche qu'à l'origine, on n'a pas nécessairement, on a au moins un mobile commun. Le mobile commun, c'est d'avoir un peu d'argent pour vivre. Enfin un peu, c'est d'avoir de l'argent pour vivre. Mais c'est aussi une histoire personnelle, puisque chacun peut avoir une envie plus ou moins développée d'exercer le travail pour lequel on a fait 5 ans d'études, ou même qu'un an d'ailleurs. Bref, ça c'est à l'origine, quand on rentre dans une entreprise, ou peut-être l'éducation nationale ou autre chose, peu importe. Mais quand on rentre dans une entreprise, on est déjà confronté à la prescription, puisqu'on ne connaît pas l'entreprise, et la première des choses qu'on va nous dire, c'est le but auquel on doit répondre, c'est-à-dire la prescription, en disant voilà quel travail on vous demande de faire. Mais très vite, chacun, dans son propre boulot, va se rendre compte que en fait, chaque salarié va définir ses propres buts, liés à sa culture, à son histoire, à ce qui est mis à sa disposition ou à ce qui n'est pas mis à sa disposition, et avec ses propres critères de qualité. Et donc, et ça c'est vrai dans la vie de tous les jours. Hein, on n'a pas tous les mêmes critères de qualité pour le ménage, par exemple. Je prends ça au hasard, mais ça peut être pour autre chose. Bon, mais c'est la même chose dans le travail. Et le problème, c'est que ça fait partie des choses qui ne sont pas débattues dans l'entreprise. Personne ne parle de la réalité du travail, et encore moins dans le débat politique, et encore moins dans le débat politique actuel. Sauf que le problème, c'est là qu'il se pose. C'est l'incapacité qui existe entre ce qui est exigé des salariés en théorie, moi je l'appellerais comme ça, ce qu'on appelle la prescription, et la capacité réelle de chacun de pouvoir faire le travail qui souhaiterait faire. Et ça, c'est ça que les médecins du travail appellent, enfin les psychologues appellent le conflit interpsychique qui en fait est le risque, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. C'est-à-dire en fait, plus on va rendre un salarié, on va le mettre dans une situation où l'exigence sera toujours, l'exigence prescrite sera toujours de plus en plus forte, et qu'en parallèle les moyens seront toujours de plus en plus faibles, ça va devenir insupportable pour le salarié. Alors certains en arrivent au suicide, d'autres, la majorité d'ailleurs c'est pas le suicide, encore une fois heureusement, mais sur des pathologies qui peuvent être très graves. Et d'ailleurs j'ai évoqué la question des maladies cardiovasculaires, on en parle très peu, mais on voit bien que dans le secteur industriel, elles sont très très importantes, en tout cas l'évolution est très importante. Et beaucoup de médecins qui travaillent sur ces questions-là considèrent qu'il y a un lien aujourd'hui qui est démontré entre les aspects que je viens de vous évoquer là en quelques mots. Moi je ne suis pas médecin, ce n'est pas l'objectif, mais c'est important de le savoir. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, ce qu'on avait pour ambition, c'est recherche-action. Alors recherche parce qu'on avait besoin d'autres, et action pour agir, évidemment. Donc pas simplement pour aller sur le constat, mais de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire à partir d'un constat pour en modifier précisément les conclusions. Donc les termes de la recherche-action étaient donc de faire la rencontre et la cible de l'action syndicale. Donc d'essayer on appelait ça comme ça, mais d'outiller en quelque sorte les syndicalistes, outiller en marchand. Je préfère le dire, sachant que l'objectif n'était pas de faire des spécialistes, des militants, hein, ni des médecins, évidemment, ni des ergonomes, c'est pas l'objectif. C'est outiller en marchand, c'est d'avoir des éléments de réflexion qui permettent j'aurais tendance à dire, des éléments de compréhension des situations. Donc on a eu recours alors Jacques Durafour, qui est malheureusement décédé très rapidement. Jacques Durafour, c'était un syndicaliste de la CGT, qui était ouvrier, c'est un parcours professionnel assez particulier, et qui a été ergonome, et qui ensuite s'est beaucoup intéressé à ces questions-là, et c'est lui qui est d'ailleurs, quelqu'un qu'on a connu, qui a été à l'origine, entre guillemets, de cette réflexion-là. Donc grâce à lui, on a pu connaître François Danielou, qui lui est un ergonome et qui travaille à l'université de Bordeaux, qui est aussi très très pointu sur ces questions-là. Philippe Davzy, qui lui est médecin du travail et psychologue. Et puis Karine Chassin, qui travaille avec François Danielou, qui est ergonome et qui a travaillé avec nous. Donc comme je l'ai indiqué, l'objectif c'était en fait que chacun puisse avoir un apport de connaissances. D'ailleurs, ce n'est pas simplement vrai dans un sens. Apport de connaissances, c'était aussi vrai pour les médecins, pour les ergonomes,
qui, eux, ont besoin d'avoir la connaissance de ce qui se fait, de ce qui se passe sur le terrain, là aussi, quelles que soient les catégories professionnelles. Et donc l'idée, c'était qu'on croise nos expériences respectives dans l'esprit de co-construire ensemble une démarche syndicale, on va dire une méthodologie, mais qui soit basée à partir des situations concrètes de travail. Et pas de la théorie, mais sur des choses très concrètes. En gros, pour refaire le même dessin que tout à l'heure, c'est essayer de centrer l'activité syndicale ici. Non pas comme tout à l'heure avec la flèche bleue, et on revient sur l'aspect très généraliste, globalisant, mais de s'intéresser aux conséquences, en gros, d'essayer de comprendre ce qui se joue sur le terrain, sur l'idée du travail bien fait, d'avoir un retour avec les salariés eux-mêmes, j'y reviendrai tout à l'heure, de permettre un débat le plus collectif possible avec tout ce que ça importe dans l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une incapacité aujourd'hui, enfin une difficulté, on va le dire comme ça plus exactement, de pouvoir ne serait-ce que discuter comme on fait là, ce qui est maintenant quasiment impossible. Il n'y a plus de temps de pause, il n'y a plus de temps collectif, enfin, etc., etc. Et donc d'essayer de reconstruire un pouvoir d'agir qui soit le plus collectif possible, mais à partir d'actions qui soient concrètes et encore une fois gagnables. C'est-à-dire qu'on arrive à élaborer avec les salariés eux-mêmes des revendications pour lesquelles, elles soient gagnables pour eux, mais qu'elles soient gagnables dans le sens qu'elles puissent permettre de modifier positivement leur quotidien. Alors on appelle ça des séminaires, enfin c'est des réunions, 2 à 3 jours. Alors dans une période qui a été assez particulière et particulièrement difficile, on a entamé ça en 2008, sur 2 ans, donc c'était quelque chose qui n'était pas gagné, puisqu'on ne savait pas trop où on allait. L'objectif, c'est qu'on ne connaissait pas déjà la conclusion de ce qu'on allait faire. C'était plutôt une expérience, en fait. Les camarades qu'on accepté, c'était d'abord des militants qui s'intéressaient aux questions et qui l'ont fait de manière volontaire. Qui donc savaient qu'en fait, on ne savait pas grand-chose les uns et les autres et qu'on savait encore moins ce à quoi on allait aboutir. Alors, c'était 38 000. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Renault France, c'est pas un établissement spécifique. Donc on a eu 9 établissements où des camarades ont été intéressés, auxquels on ajoute le réseau commercial. On avait des métiers qui sont très différents, puisqu'on avait des peintres en carrosserie dans une succursale, on avait des peintres qui sont en chaîne de montage, des mécaniciens, enfin bref, différents corps de métiers, et puis aussi des statuts assez différents, puisqu'on avait y compris des ingénieurs de recherche, des chargés de mission, enfin des choses qui sont très différentes du point de vue de l'activité professionnelle. Donc je l'ai dit, co-construction entre chercheurs et animateurs syndicaux, autour du travail et de la relation qu'il y a entre la santé et le travail, et pour qu'on puisse avancer sur des questions en termes de communauté, c'est-à-dire d'essayer de développer une réflexion qui soit la plus collective possible. Alors on a élaboré, j'y reviendrai tout à l'heure sur ce que sont des chantiers, les 17 chantiers, en fait 17 situations particulières dans des secteurs très différenciés, qui ont touché des secteurs comme la chaîne de montage, comme des ateliers mécanisés, pour ceux qui connaissent des centres d'usinage, des usines, enfin bref, la logistique, le tertiaire, le garage, et puis le succursale. Bon, on a engagé ça, alors c'est important à souligner parce qu'on n'a pas eu de chance, quand on a engagé ça en mai 2008, 2 mois plus tard, la direction générale annonçait la suppression de 6 000 emplois chez Renault, et en même temps une réorganisation, enfin on va plutôt dire ce que moi j'appelle l'organisation de la désorganisation permanente, qui depuis 2008 n'arrête pas. C'est-à-dire que les usines de montage changent sans cesse, on change le flux de production, etc., ce qui évidemment nous a posé beaucoup de problèmes pour pouvoir entamer ce travail, puisqu'il fallait au moins un peu de permanence. Pour autant, les camarades sont restés, pour l'essentiel, pas tous, mais jusqu'au bout de l'expérience. L'idée, c'était d'abord de mettre en commun, d'une part, des situations, et puis d'avoir un transfert des connaissances. Alors, ça a été très variable, ça a été d'abord, alors on appelait ça problématiser des situations, c'est-à-dire des camarades qui expliquaient, par exemple, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, dans une situation donnée, voilà ce que les salariés expriment sur la situation qui leur est faite. Bon, voilà, concrètement, comment on peut aborder syndicalement cette situation-là. Donc ça, c'était la première mise en débat, on va dire, avec des militants, encore une fois, j'insiste, qui sont d'horizons très diverses, de catégories professionnelles très diverses. Et chez Renault, comme ailleurs, j'imagine, entre un ouvrier et un ingénieur, c'est pas commun d'avoir des moments de réflexion commune. En général, c'est plutôt en termes d'opposition. Là, c'était comment on peut, ensemble, essayer de réfléchir et quelle perspective de travail syndical sur ces questions-là.
Et en même temps, les médecins, les ergonomes, eux, nous donnaient un apport de connaissances sur, par exemple, quel lien entre augmentation des troubles musculo-squelettiques, est-ce que, par exemple, le fait d'avoir un problème au coude, quel rapport avec une intensification psychologique, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un lien ou pas? On n'est pas médecin, on est syndicaliste, on a besoin que des gens nous apportent ces apports-là. Ça s'est fait donc tout au long de nos travaux. Alors, ce qu'on a appelé un chantier, c'est ça, hein, c'est une situation concrète de travail, choisie par les salariés, qu'on a observé, analysé ensemble avec salariés militants et chercheurs, et à partir duquel on a engagé une action, c'est ça le but du jeu, entre chacun des séminaires. C'est qu'entre autres, quand il y avait la réflexion commune sur une situation donnée, on essayait de dire est-ce qu'il serait souhaitable d'aller voir les salariés un par un, est-ce que c'est un questionnaire, est-ce qu'il faut plutôt, alors selon les situations qui sont très diverses, hein, est-ce que sur la ligne de montage, est-ce qu'il est possible de discuter? On sait que c'est pas possible. Bon, est-ce que c'est au vestiaire qu'on peut essayer d'interpeller les salariés? Comment on fait? Est-ce qu'on le fait collectivement? Ça fait partie des discussions qui ont en cours. Et ça, c'était l'objectif, c'était de dire, on débat entre nous d'une méthodologie, et entre chacun des séminaires, on essaye de mettre en action. Et au séminaire suivant, on regarde si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, si les salariés nous ont envoyé chier, enfin bref, on peut tout imaginer. Alors, ce qu'on appelle la coordination, en fait, c'est la coordination CGT de Rennes. Donc on s'est fait épauler aussi par un cabinet qui est CGT d'ailleurs. Et puis il y avait un blog qui était spécifique pour les camarades, qui à la fois permettait, alors chacun avait une feuille de route en repartant, hein, et le blog avait pour fonction de mettre sur le blog les apports que nous donnaient les chercheurs, les feuilles de route que les camarades avaient élaborées eux-mêmes, et pour lesquelles ils étaient tenus d'essayer de la mettre en œuvre, et puis chacun, par blog interposé, pouvait aussi se reposer les questions entre eux, réinterpeller les chercheurs, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur cette longue période-là. Et du coup, on a eu 5 syndicats qui ont été jusqu'au bout de la démarche sur les plus de 2 ans, en fait. C'est donc 27 militants, et on a été jusqu'au bout sur une dizaine de chantiers. Alors, sur les chantiers, donc après, il y a quels effets au plan local, au plan central, du point de vue de l'activité syndicale, et de ses résultats. Est-ce que ça a permis de faire avancer les choses, plutôt bien, plutôt pas bien, ou pas du tout? Enfin voilà, je vous donnerai quelques éléments là-dessus. Alors je vais vous donner juste un exemple, j'irai assez vite, mais pour que vous saisissiez un peu la méthodologie. Ça c'est à l'usine, c'est la mienne, l'usine du Mans. Il y a une ligne d'usinage, hein, on fait des moyeux, alors pour ceux qui ne connaissent pas, un moyeu c'est la pièce sur laquelle vous mettez la roue de la voiture. Et ça entre autres, c'est des moyeux qui sont ensuite envoyés en Roumanie pour le booster. Alors, c'est une ligne qui a été réinstallée il y a 2 ans avant, parce que ça date de 2009. Et la direction, comme maintenant dans toutes les entreprises, disent vous avez l'activité, une nouvelle affectation d'activité, mais vous l'avez à condition qu'elle coûte moins cher, c'est-à-dire qu'il faut diminuer les investissements. Donc, on va récupérer les vieilles machines, ça s'appelle du carry-over chez Renault, des vieilles machines qu'on va récupérer et sur lesquelles on ne fera pas de dépenses. Donc, sur cette ligne-là, il y a à peu près moitié de vieilles machines qui avaient pour certaines d'entre elles 30 ans, d'autres 20 ans, et puis une autre partie de machines qui étaient neuves. Les effectifs, évidemment, en termes de réduction des coûts, vous connaissez la formule classique reprise dans les médias, il faut passer de 5 à 3 personnes. Et ce qui était retenu par les salariés, c'est de dire, mais les salariés se plaignent d'une part, c'est insupportable, les gars, ils ont une pression, non seulement ils n'arrivent pas à faire le boulot, mais en plus ils sont emmerdés par la maîtrise qui leur reproche 1 minute de retard dépassé pour le temps de pause, enfin bon, une ambiance exécrable hein, qui, entre les deux réunis, hein, c'est-à-dire la ligne qui est complètement dans un état pitoyable, et en même temps une pression de la hiérarchie qui passe son temps à fliquer les gens, à quelle heure tu arrives, à quelle heure tu repars, etc., etc. Donc comment on aborde syndicalement cette question-là? Donc là, il a été décidé, pour ce chantier-là, d'aller les voir un par un. Hein, il n'y en a pas beaucoup, 3. Enfin, vous verrez que c'est un peu plus nombreux en réalité, mais il y en a 3. Et qui disent, on va prendre du temps. Donc là, on n'est toujours pas dans l'intervention dans l'institutionnel. Hein. On est dans l'activité syndicale courante. Et puis, on va aller leur demander quel est le problème, en réalité. Hein, qu'est-ce qu'ils font comme travail?
Donc là, je vais aller vite parce que c'est un truc, il y en aurait pour 3 heures à donner dans le détail. Mais le travail syndical, ça a d'abord été ça, de savoir c'est quoi le problème qui est posé aux salariés. Donc il nous explique que par exemple, là je vais aller vite parce que c'est un peu technique, qu'il y a des visseuses qui datent de 30 ans, qu'elles sont complètement usées, que les réglages n'y tiennent pas, et qu'il y a 4 trous pour mettre vos trous, comme vous le savez, là, et qu'évidemment les trous se trouvent désaxés. Et donc ils sont obligés d'arrêter les machines. Au lieu de le faire normalement une fois par équipe, ils sont obligés toutes les heures d'arrêter l'installation complète et de procéder à des réglages. Les broches, c'est des broches, c'est des trucs comme ça, enfin je vais rentrer dans le détail, qui font les trous, qui taraudent, etc. Ça coûte la peau du cul, enfin ça coûte très cher. Normalement, c'est le genre de truc qu'on ne change pas tous 6 mois et encore. Là, on les change quasiment tous les 15 jours. Ça coûte une fortune. Hein. Non seulement ça coûte une fortune, et en même temps, il faut arrêter l'installation. C'est-à-dire que pendant qu'on arrête l'installation, il n'y a pas de production. Ensuite, il y a une machine de contrôle qui, normalement, est censée contrôler les pièces une par une. Et la machine de contrôle, comme il faut réduire les coûts et qu'il faut, je finis par parler anglais, le free cash flow, maintenant, ça fait la liquidité d'entreprise, on dit qu'il faut faire des économies, donc il ne faut pas avoir de pièces en stock. Donc comme il n'y a pas de pièces en stock et que c'est une machine qui vient de je ne sais pas trop d'où, il n'y a pas la pièce pour réparer la machine de contrôle. Donc du coup, on a rajouté un intérimaire pour pouvoir contrôler les pièces une par une. Hein, c'est ce que je mets par la suite. Au bout du compte, les salariés nous disent on en est arrivé qu'on met à peu près entre 15, 18, voire parfois 25% de pièces à la poubelle dans chacune des équipes. Tous les dysfonctionnements, parce que là je ne vous les donne pas tous, mais il y en a une tapée. Hein, bon. Alors, premièrement, c'est qu'on leur reproche aux salariés de ne pas être rentable. On leur dit, alors RO, ça veut dire rendement opérationnel. On leur dit, la prescription de la machine dont je vous parlais tout à l'heure, de l'installation, vous devriez normalement sortir, au moins, la machine devrait tourner à hauteur de 90, voire 95% de la prescription, en théorie. Et vous êtes qu'à 60 ou 65%, donc ça veut dire que vous n'êtes pas compétitif. Donc on reproche aux salariés que, du coup, ils sont chers, puisqu'ils ne sortent pas la pièce comme ils devraient les sortir en théorie. Et donc on leur dit, la prochaine fois, la prochaine fabrication de cette pièce-là, elle se fera en Roumanie, puisque vous n'êtes pas capable de la faire en temps et en heure. Ils nous expliquent le dégoût qu'ils ont du boulot, parce que avoir un salarié, alors ils essayent de tourner, mais sur une installation comme celle-ci, de passer quasiment, alors chacun leur tour, au moins 2 heures par jour, à mettre des pièces à la poubelle, c'est quand même c'est particulièrement pénible. De dire tout le travail sur lequel j'y passe beaucoup d'énergie pour au final mettre ça à la poubelle. C'est quelque chose qui est particulièrement ressenti comme quelque chose de très néfaste pour les salariés. C'est aussi la peur, parce que laisser passer une pièce mauvaise, je ne sais pas si vous imaginez, mais cette pièce-là, elle va être montée sur une voiture ensuite, évidemment. Et que si la pièce est mauvaise sur une voiture, au moment où on va mettre la roue, il va y avoir un problème. Et on va arrêter une ligne complète de production, avec des coûts qui vont être encore plus énormes. Et chacun sait bien que si jamais ça se produit, ça va être la sanction assurée, et ça va être particulièrement pénible, tant du point de vue financier que du point de vue de l'image que le salarié va donner aux autres, enfin, celle qu'en tout cas on va s'évertuer à vouloir donner. C'est l'énergie qui est développée, non pas pour que le travail se fasse au mieux, enfin si, pour que le travail se fasse au mieux, mais là, en se surpassant en quelque sorte, hein, puisque c'est les machines que j'ai évoquées qui sont en panne, c'est courir partout, c'est vraiment galérer. Et ce qu'on a pu constater dans chacun des chantiers, c'est que malgré les obstacles, on va les appeler comme ça, pour empêcher de faire un travail de meilleure qualité possible, eh bien les salariés vont se surpasser, y compris au risque de leur propre santé. Et ça, c'est vrai, pas simplement dans les secteurs de production, c'est vrai aussi en ingénierie. Bon, là, j'ai pas le temps, mais si je vous invite à aller sur Internet et vous verrez le jugement sur un des ingénieurs qui s'est suicidé, où Renault a été condamné, c'est exactement ça que le tribunal a retenu. Hein, c'est-à-dire que le salarié en est arrivé à se suicider parce qu'il a été pendant des mois et des mois, à chaque fois qu'on lui redonnait du travail supplémentaire, mais ce n'était pas tant de travail supplémentaire, c'est les moyens pour pouvoir le faire qui étaient de moins en moins importants. Qu'à chaque fois, il a essayé de pallier à ça, mais il a fini par se faire la peau parce que c'était insupportable de ne pas pouvoir le faire. Hein, c'est ça, quand on parle de se surpasser pour faire le travail. Alors, c'est la remontance de la maîtrise où là, c'est la totale, c'est-à-dire de dire non seulement je suis emmerdé dans le boulot, et en plus, j'ai un garde-chiourme qui vient m'emmerder tous les jours parce que j'ai dépassé 1 minute. C'est la différence, effectivement,
en termes de prescription. Et puis, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que plus les salariés sont amenés plus on leur donne la possibilité, la capacité eux-mêmes d'expliquer ce qu'ils font, de le formuler, apparaît chez eux aussi, je le dirais comme ça, l'étendue de l'ensemble des activités qu'ils font. Je m'explique. Les salariés qu'on a vus là sont des gens qui sont au bas niveau de la grille Renault. Et plus ils expriment, plus eux-mêmes découvrent qu'en réalité, ils ne font pas que le boulot qu'ils faisaient il y a 20 ans. C'est-à-dire, moi je travaillais avec eux, je connaissais, on mettait des moyeux sur qui est un boulot particulièrement difficile. Hein. Et en même temps, ils font maintenant les travaux qui étaient réalisés précédemment par les techniciens. Par exemple, avant on avait une métrologie, donc des gens qui taraient les étalons pour être sûr que toutes les codes étaient respectées, c'est eux qui le font. Pour gagner du temps, parce qu'il n'y a plus forcément les dépanneurs, il n'y en a plus suffisamment il n'y en a pas suffisamment, il n'y a plus les compétences, eux ils les ont les compétences. Du coup, quand on reformule avec eux, on se rend compte qu'ils sont payés comme B2, alors qu'en réalité ils font un travail qui équivalait en tout cas au niveau technicien il y a 20 ans. Mais ça, eux-mêmes ne le découvrent qu'au moment où ils reformulent eux-mêmes. Et j'y viendrai tout à l'heure si vous voulez dans la discussion par rapport à ça. Et on en arrive à quoi? On en arrive à la construction de la revendication. Donc nous, la question qu'on leur pose, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que déjà, tous les jours, t'en chies un peu moins au boulot, que ça soit plus agréable, que tu puisses faire moins les allées et venues, enfin voilà. Donc ils nous ont fait, on va dire, un cahier revendicatif dans le jargon syndical sur la nécessité, évidemment, de réparer des machines, d'investir un peu, de recruter au moins 2 personnes, parce que, contrairement à la prescription de 5 à 3, ça ne peut pas fonctionner, enfin, etc., etc. Et on a fait la même chose avec la maîtrise. Alors chez Renault, il y a 3 niveaux, hein, enfin, pour m'arrêter là. Il y a l'ouvrier, il y a ce qu'on appelle un chef d'UET, c'est une unité élémentaire de travail, et puis il y a ensuite le chef d'atelier. Alors au début, quand on a été les rencontrer, les agents de maîtrise ont commencé à le prendre pas bien du tout, de quoi vous vous mêlez, et ils ont contesté d'entrée qu'il y avait des soucis particuliers. Et ils nous ont aussi d'entrée de jeu dire ouais, on sait pourquoi vous êtes là, parce que les gens nous reprochent de leur faire remarquer qu'ils ont dépassé d'1 minute les temps de pause, enfin, etc. Mais c'est notre boulot, on est là pour faire respecter le règlement intérieur, enfin, etc. Mais ça, c'était au début. Quand ensuite on a déplié avec eux les problèmes que je vous ai exposés tout à l'heure, eh bien en fait, l'agent de maîtrise, lui, il dit mais moi je connais ces problèmes-là. Sauf que moi, je n'ai pas le pouvoir aussi d'apporter un changement. Pourquoi? Parce que j'ai beau en parler à mon N+2, c'est comme ça qu'on dit chez Renault, sauf qu'il me dit mais c'est comme ça, c'est pas autrement, démerde-toi. Et que si d'ailleurs tu n'arrives pas à faire fonctionner, s'il n'y a pas une bonne ambiance, etc., c'est que tu ne sais pas manager une équipe. En Roumanie, il y a la même ligne et ça marche très bien. Donc c'est toi qui as un problème, tu n'es pas assez rigoureux sur la prescription, etc. etc. Et c'est lui qui nous dit, la seule chose que j'ai réussi à faire pour le tri de pièces dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'obtenir un contrat intérimaire pour essayer d'alléger un peu. Et que, alors le gars, c'est insupportable, hein, il fait du tri toute la journée. Or, on sait que n'importe quel médecin du travail vous dira que 2 heures par jour, c'est déjà beaucoup trop, hein, pour quelqu'un dont on demande visuellement à contrôler une pièce. C'est insupportable. Hein, enfin bon, bref. Alors, ça, c'est ce que nous dit le chef d'équipe. Et puis, on a été voir l'autre. Et lui, pareil, même démarche. Et lui, il va plus loin, puisqu'il nous dit, mais moi, j'ai fait des propositions au comité de direction de l'usine, et je me suis fait envoyer chier, quoi, parce qu'on m'a dit, il n'y a pas les moyens de faire ça, donc tu te débrouilles. Donc ça a mis en exergue qu'en fait, à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, chacun est confronté à des difficultés très particulières, et que le fait qu'on ne puisse pas en parler, ben, c'est ça qui génère l'opposition entre catégories professionnelles. Ça n'exclut pas, je vais le dire aussi simplement que ça, les gros comptes services. Hein, il y en aura toujours. Ça, je parle globalement. Hein, des gens qui essaient malgré tout de faire leur boulot. Oui. Alors, ce que les militants ont fait, et là, vous notez bien que je ne suis pas dans l'intervention institutionnelle. Je ne suis pas, encore une fois, là, on n'a pas encore parlé de quelle intervention des militants, qu'ils soient au CHSCT, qu'ils soient au comité d'établissement. On est avec les salariés. Là. On a interrogé, on a fait un peu... C'est l'investigation, en fait. Hein, et on a reformulé avec les salariés, d'abord individuellement, et ensuite collectivement, pour que chacun nous dise si on a bien compris, les problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est-à-dire, tout simplement, faire preuve de la plus grande modestie possible. Hein, on se place parce que nous, on ne connaît rien au boulot qu'ils font. Donc c'est vous qui allez nous donner le boulot.
qu'allez nous dire, nous expliquer la manière dont vous bossez, et on va le reformuler avec vous. Ça, c'est la première étape. Donc c'est ce que les camarades ont fait. Donc c'est ensuite poser sur le papier, alors un tract par exemple, en disant voilà, on va faire état de la rencontre qu'on a eue avec vous, on va essayer de synthétiser les problèmes auxquels vous êtes confrontés, et puis globalement, quels seraient déjà rapidement les moyens nécessaires à modifier, un peu réparer les machines, rajouter du personnel, etc., pour modifier là aussi positivement leur situation. Et ça, on le fait, encore une fois, sous le contrôle des salariés concernés. Hein. Assurez-nous que ce qu'on raconte là, ce n'est pas des conneries, c'est bien la réalité. Et les camarades ont fait la même chose avec les agents de maîtrise. Hein, on a mis en exergue le fait que l'agent de maîtrise est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que d'un côté, on exige de lui qu'il impose à des salariés des choses qu'il sait lui-même comme étant impossibles à faire. Et donc pour lui, c'est dans le domaine quasiment de la schizophrénie, ça devient insupportable. Donc lui aussi, on le met dans la boucle, en lui disant, dis-nous, on ne va pas te citer, mais dis-nous concrètement si ce qu'on avance là, ça relève de ce que tu souhaiterais. Bon, pour aller vite, ensuite on intervient dans l'institution. C'est-à-dire qu'on fait savoir d'abord quel est le problème, et dans l'institutionnel, en l'occurrence là c'était au CHSCT, les camarades ont préparé un diaporama comme je viens de le faire, mais qui était beaucoup plus fouillé, puisque là c'était sur des choses très concrètes. Alors tout n'a pas changé, bien sûr, on n'a pas fait la révolution encore, mais concrètement, les investissements ont été faits, c'est-à-dire que la majeure partie des machines ont été réparées. Il y a eu 2 salariés qui ont été du coup mis en supplément de manière en CDI sur la ligne. Et donc un changement quand même important pour les salariés qui depuis sont quand même un peu moins, je ne dis pas que pour eux c'est idyllique maintenant, hein, parce que des problèmes il y en a encore, mais qui pour autant a changé d'une manière positive la situation qui leur a été faite. Alors ça s'est fait, alors j'ai raté un épisode parce que évidemment on n'est pas la seule organisation syndicale. Mais quand on a fait ça, quand on a présenté le diaporama dans l'institution, c'était impossible, autant par la direction générale que par les organisations syndicales, d'aller expliquer que ce que la CGT évoquait, c'était une connerie. Impossible pour les autres organisations syndicales, parce que sinon ça revenait à dire que les salariés racontaient n'importe quoi, et que ce n'était pas la réalité. Et impossible pour la direction, puisque, entre autres, ce que demandent les salariés, c'est quoi? C'est de leur permettre de faire un boulot de qualité et qui n'engage pas des coûts, ce qu'on appelle, nous, un coût d'obtention de la qualité, c'est-à-dire des gâchis considérables. Donc pour une direction d'entreprise, qui en général, c'est elle qui manie compétitivité, efficacité, etc., c'est l'inverse qui se produit. Ce sont les salariés qui disent, ce que vous nous amenez à faire, c'est du n'importe quoi. Donc pour une direction, c'est impossible de botter en touche. Même si, évidemment, elle va faire tout ce qu'elle peut pour éviter de répondre à l'ensemble de ce que les salariés ont demandé. Mais il n'empêche que pour les salariés, les choses ont été vécues positivement. Alors, plusieurs éléments d'analyse. Alors, des exemples comme ça, j'en ai un certain nombre, y compris en ingénierie. D'abord, c'est que ce que ça démontre, et ça démontre d'abord aux salariés, c'est que ça sert à quelque chose de parler. Ça sert à quelque chose d'expliquer sa situation. Ça sert à quelque chose de le faire ensuite avec les salariés avec lesquels on travaille. Alors, pour vous donner un exemple, dans les chaînes de montage, je vous l'ai dit, c'est quasiment infaisable maintenant de parler collectivement. Dans certains cas de figure, on a réuni les salariés en dehors du temps de travail, dans un bistrot, au syndicat, pour ceux qui... Parce qu'on a, je ne vous l'ai pas dit, mais on a choisi volontairement des secteurs où on n'avait pas de syndiqués. Hein. Donc des secteurs où, a priori, CGT n'était pas forcément perçu de manière positive, les jeunes, enfin bon, bref. Or là, ce qu'on a constaté, c'est que dès lors on s'intéresse aux gens, et on s'intéresse aux gens parce qu'on s'intéresse à ce qu'ils font, donc on s'intéresse à eux, eh bien eux sont intéressés par le syndicalisme. Et ils s'intéressent au syndicat parce que le syndicat apparaît comme un outil qui leur a permis, à eux, de pouvoir faire évoluer les choses. Et donc que l'action collective, elle fait changer les choses. Et que le syndicalisme, par essence, il est fait pour l'organiser. Et ça nous a permis, bien sûr, que là où on a développé au maximum cette activité-là, parce qu'on a eu un cycle électoral après, parce que chez Renault, on ne vote pas tous en même temps dans les sites, c'est les uns après les autres. Là où on a vraiment travaillé ces questions-là, la CGT a progressé fortement. Au Mans, dans un secteur qui était où la CGT était le plus faible, avec essentiellement des jeunes, tout à l'heure je vous l'ai expliqué, avec lesquels on n'avait pas de contact.
On a progressé de quasiment 14,5%. On est devenu majoritaire d'ailleurs dans ce département de production-là. Bref, ça fait partie des choses. Et sur le plan de la syndicalisation, là aussi, depuis 2010, globalement, on a plutôt une augmentation assez importante, tant mieux, de nos forces organisées. Et puis les militants eux-mêmes, puisque je l'ai dit en introduction, ont quand même le sentiment de servir à quelque chose. Parce que contrairement à passer son temps à dire les gens souffrent, etc., mais qui n'a pas d'effet sur les salariés, contrairement à alimenter l'espèce de délégation de pouvoir à laquelle on est quand même assez habitué, ils ont quand même le sentiment que le fait d'avoir mis en tas le maximum de salariés, ça fait changer positivement les choses pour eux comme pour les militants et comme évidemment pour l'organisation syndicale. Alors au plan central, tout à l'heure je vous l'ai dit, la direction elle multiplie toutes les semaines quasiment, on a une réunion, alors un coup c'est sur conditions de travail, le lendemain c'est sur le stress, alors en plus c'est assez finement fait puisque on traite de sujets de manière a priori indifférenciée, c'est-à-dire qu'on nous dit aujourd'hui on va parler conditions de travail, c'est un thème, et on appelle ça groupe de réflexion, comme ils sont très ouverts. C'est vrai que c'est un vrai problème, donc on va vous réunir et puis on va regarder comment. Donc là, ils nous ramènent les experts, les machins, enfin tout ce que vous voulez. Bon, ça dure 2 heures, enfin on ressort, on est un peu dépité parce que usé d'avoir entendu quelqu'un c'est lui qui vient nous expliquer ce qui se passe sur le lieu de travail, qui nous fait une théorie. Alors on a tout, des psychologues, des psychiatres, des économistes, enfin tout y passe. Et ça dure et on ressort, on ne sait même plus pourquoi on était là. Et la deuxième chose, c'est que les sujets de discussion, en fait, sont présentés comme s'il n'y avait pas de rapport les uns avec les autres. Par exemple, chez Renault, un coup, on vous dit on va parler conditions de travail. La fois d'après, on va parler pénibilité. La fois d'après, on va parler vie professionnelle, vie privée, machin, etc. Comme si ces éléments-là n'étaient pas imbriqués. Et ce qui là aussi désarçonne un peu les camarades. Donc du coup, ce qu'on a pensé, c'est que le travail qu'on avait fait sur le terrain, il fallait qu'il remonte au niveau central. Donc là, le 24 juin, j'ai pris cette date-là, c'est la première réunion au cours de laquelle on s'est dit on va essayer d'inverser les choses. Cette fois-ci, on est arrivé en disant nous, on a une présentation à vous faire. Bon, on avait dit quelques minutes, j'ai mis 1 heure, mais c'était pour qu'ils m'autorisent à le faire. Et on va vous dire, nous, la manière dont on voit les choses, on va vous dire sur quoi on s'appuie pour considérer qu'il y a effectivement une dégradation, mais aussi pourquoi elle est socialement catastrophique et qu'elle ne tient pas la route, y compris sur le plan économique. Et on va aboutir sur des revendications que la CGT formule pour faire avancer positivement les choses. Alors ils n'ont pas pu refuser, enfin bon, bref, on l'a fait. Donc là je vais aller assez vite, parce que c'est globalement ce que je viens de vous dire. On a pris appui sur différents chantiers, alors dans des usines de mécanique, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, dans des usines de montage. On a pris un exemple à l'ingénierie, à la recherche mécanique, où là on avait un truc assez fouillé sur l'incohérence de l'organisation du travail et ce que ça avait pour conséquences sur la santé des salariés. Et puis on a, je vais aller assez vite là, et on a donc débouché sur évidemment des propositions qui étaient en cohérence avec la conclusion qu'on avait sur les chantiers qu'on a fait. Donc, remettre en place des pauses communes, c'est-à-dire que les installations les arrêtent en même temps, et pas les unes, de manière à ce que les salariés puissent se retrouver à un moment donné, que le rythme de travail soit compatible avec les rythmes biologiques et sociaux, pas simplement biologiques, mais aussi sociaux. La révision du système de rémunération, bon là je ne développe pas, mais parce que l'individualisation des salaires, et là, ce que vous connaissez, j'imagine, mais la fameuse part variable axée sur des objectifs qui ne mesurent pas le travail, en réalité, qui mesurent l'atteinte ou pas des objectifs qu'on leur a assignés, ce qui est tout sauf le travail, et qui en général ne sont jamais atteints, puisque de toute façon les conditions ne sont pas là pour pouvoir les atteindre, sauf pour Carlos Ghosn, qui lui n'a pas trop de soucis de ce point de vue-là. On a revendiqué aussi de disposer d'échanges, de moments d'échange collectifs de travail, par exemple des arrêts de chaîne, où les salariés pourraient se réunir sans la hiérarchie, c'est-à-dire de manière à ce qu'on évite l'instrumentalisation pour les plus anciens qu'on a pu connaître avec les lois Auroux, par exemple, enfin en tout cas la manière dont ça s'est décliné. Et je ferai remarquer que l'article 2281 est toujours vivant et que normalement on devrait toujours dans les entreprises pouvoir continuer à avoir ces moments
d'élaboration, on va l'appeler comme ça, collective sur la question des conditions de travail. Et puis bien sûr, ça remet en cause aussi, en quelque sorte, à l'envers, les droits syndicaux. C'est-à-dire que pour que les militants syndicaux puissent remonter le réel du travail, encore faut-il qu'ils en aient les moyens. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient le moment, dans leurs heures de mandat, on appelle ça comme ça les heures de délégation, pour qu'ils puissent tout simplement discuter avec les salariés. Il faut qu'il y ait des moments où les militants puissent le faire, parce que c'est l'inverse, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt sorti les militants du réel du travail. Donc les heures de délégation, pour ceux qui connaissent le secteur nationalisé, Renault bénéficiait à partir de 83, la loi de démocratisation du secteur public et nationalisé, on avait un peu bénéficié, puisque comme vous le savez, Renault était par le passé nationalisé, et on avait, ce qui n'est pas terrible, on avait 3 heures d'information syndicale par an. Au Mans, moi j'ai commencé à militer comme ça, on réunissait 2000 personnes. Par paquet de 300, 500 dans les ateliers. Alors c'était un moment fort, parce que c'était aussi un moment où on se faisait engueuler d'ailleurs. Mais c'était utile, parce que c'était aussi le moment où les salariés vous disaient bon là, vous déconnez, quoi, votre position, c'est pas la nôtre. Donc ça permettait aussi aux syndicats de se remettre un peu dans les lignes conformes à ce que attendent les salariés. Donc voilà, donc quand on a fini notre exposé, ça a été, c'était un peu nouveau, parce que d'habitude, il n'y a que qui cause. Donc là, c'est nous qui avons causé. Donc la direction, la première chose, elle dit aux autres syndicats, mais n'hésitez pas à dire que vous n'êtes pas d'accord avec la CGT. Bon, sauf que les autres syndicats, comme pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, eux-mêmes ont dit, mais si, nous, des exemples, on en a aussi plein d'autres. Du coup, ils sont venus alimenter, tout simplement, ce qu'on avait nous-mêmes proposé. Du coup, la direction a dit stop, la réunion est terminée, et depuis le 24 octobre, on n'a pas reparlé encore des conditions de travail. Enfin, on va en reparler, puisque malheureusement, le contexte actuel. Mais c'est ça, reprendre la main, je pense, du point de vue de l'activité syndicale, et une activité syndicale qui s'appuie sur le terrain, et pas à l'envers. Alors, pour terminer là-dessus, on a chez Renault, alors c'est gentil, puisque pour montrer leur ouverture du dialogue social, le PDG reçoit indépendamment les organisations syndicales une fois par an. Et à chaque fois, c'est pareil, quoi, ça dure 1 heure, hein. C'est pas 1h01, hein. En général, c'est 59,3 minutes. Et quand c'était Schweitzer, même quand on parlait, il se levait et dit la rencontre est terminée. Bon. Puis on a fait la même constat que j'ai fait tout à l'heure, hein. Ça ne sert à rien, puisque lui, il nous raconte son truc, nous, on lui dit qu'on n'est pas d'accord, on sort, on n'a pas fait avancer les choses. Là, en fait, on a une délégation de 5 personnes qui a fait pareil. Alors évidemment, la première intervention, on nous dit oui, d'accord, bon, ça c'est un cas isolé, il y a sans doute que là, qu'il y a un problème. Au bout du 2e exemple, du 3e, du 4e, bon, il a laissé tomber, il dit bon, allez, c'est bon, là je veux aussi aller vite, et il a fini par dire on va solliciter le CNAM, Yves Collot, enfin je ne sais pas si vous le connaissez, en particulier pour voir avec lui qui dit vrai, quoi. Est-ce que c'est la CGT qui raconte des conneries lorsqu'elle dit que c'est, encore une fois, socialement catastrophique du point de vue de la santé, enfin, je ne développe pas, mais que c'est aussi un non-sens économique. Donc, du coup, ils ont sollicité Yves Clos, qui en ce moment travaille sur l'usine de Flins et sur un secteur de chaîne de montage des portes, et qui devrait normalement attaquer une partie d'ingénierie. On verra. Alors, c'est clair que le fait qu'on ait contraint la direction, alors, pour autant, ça ne va pas les empêcher de continuer, la preuve. Mais il n'empêche que la position du syndicat aujourd'hui, elle ne peut pas être balayée d'un revers de main par nos principaux dirigeants, qui ne peuvent pas nier ce qu'on dit. D'ailleurs, ils nous disent qu'on a raison. Maintenant, avant, ils disaient, bon, CGT, bon là, c'est, oui, mais vous comprenez bien, c'est l'économie mondiale nous empêche de pouvoir répondre maintenant, mais on va essayer de le faire plus tard. Mais ça change quand même la donne du point de vue de la position syndicale. Alors évidemment que le travail d'Yves Clos, ça va dépendre de notre capacité à continuer ce travail-là, ce qui n'est pas simple, hein, parce que ça apparaît comme ça tout facile à faire, ça paraît même l'évidence, sauf que dans la vie quotidienne de nos militants, ça ne marche pas forcément comme ça. Parce que se donner du temps, hein, avant de faire un tract et de crier au loup et de dire je vais peut-être attendre 3 semaines, mais passer beaucoup plus de temps à savoir sur le terrain ce qui s'y passe, c'est pas la même chose du point de vue de l'activité syndicale. En gros, c'est ça, c'est ce que je mettais à la fin, hein, c'est aborder les questions syndicales du bas vers le haut. En fait, c'est aborder d'une manière, de regarder les choses de manière microscopique pour aller vers le macroscopique et pas l'inverse. Hein. C'est-à-dire, au lieu d'aller expliquer aux salariés
quelle est la conséquence de la stratégie d'entreprise? C'est partir plutôt de la situation du salarié et qui lui-même va l'amener à comprendre et à mesurer que la stratégie de la boîte, c'est pas la bonne et qu'on va à la catastrophe. Parce que ça, c'est quelque chose que lui vit. Donc c'est lui qui, tout seul, va comprendre et qui va être capable de décrypter quelque chose qui va à l'encontre de ses intérêts. Donc pour terminer, nous on pense que l'expérimentation elle confirme d'abord l'intérêt d'intégrer les questions de travail, mais au niveau le plus élémentaire. Là, ce n'est pas d'un point de vue scientifique, c'est simplement de s'intéresser à ce que les gens font et de ne pas considérer qu'on sait mieux qu'eux de ce qu'ils font toute la journée. La deuxième chose, c'est qu'on a vu que plus on s'intéressait au travail réel, on va l'appeler comme ça, dans le détail, plus on découvre en fait l'intérêt que les salariés ont à leur travail, y compris quand on juge que c'est un travail de merde. Il y a un exemple que j'aurais pu prendre, parce que je trouve que celui-là, il est important, c'est les gens qui font le ménage à l'usine de Flins, dans les toilettes, dans les douches. Ils travaillent dans des conditions particulièrement épouvantables, parce qu'ils sont très peu nombreux, on leur donne très peu de temps pour nettoyer, et ils sont en même temps, eux, l'objet d'engueulades des ouvriers qui, au moment de prendre leur douche, des fois constatent que c'est pas propre. Eh bien, on peut penser, comme ça, a priori, que les gens qui font le ménage se désintéressent un peu de ce qu'ils font. En fait, pas du tout. Ils y mettent énormément d'énergie et ils se battent comme ils peuvent pour que, malgré tout, les chiottes soient propres quand les gens sortent de la ligne. Et je pense que c'est important quand on a compris ça, parce que ça veut dire que quand on a compris ça, on comprend que c'est important de s'intéresser au travail que les gens font. Donc là, je l'ai dit, quand on s'intéresse au travail, ça veut dire aussi, du coup, qu'on en arrive à s'intéresser à la raison d'être de l'entreprise. Parce que plus on s'intéresse en fait au travail, plus on s'intéresse à la finalité de ce qu'on fabrique. À quoi ça sert de faire des bagnoles, à quoi ça sert de se battre pour des bagnoles plus écologiques, ou je sais pas, ou moins puissantes, j'en sais rien, enfin bref, à quoi ça sert. Et qu'on construit la santé précisément à partir du travail. C'est ça, en fait, la conclusion sur laquelle, je pense, on peut entamer une discussion. Alors évidemment, ça pose aussi la question de la conception même du syndicalisme. Est-ce que le syndicalisme, c'est la lumière ou l'avant-garde éclairée des salariés, des travailleurs, pour laquelle ils essayent de rallier et on fait la révolution toutes les 5 minutes, ou est-ce qu'au contraire, on considère que la construction du rapport de force, elle ne passera pas sans les gens, et que c'est avec eux qu'on construira le rapport de force dont on a besoin aujourd'hui. On le voit bien d'ailleurs dans l'actualité. Donc ça pose aussi la question de la démocratie, tout simplement. La capacité et nos possibilités à faire en sorte que ce soit les salariés, eux, qui s'investissent dans le débat public qui les concerne directement, c'est-à-dire sur les questions du travail. Voilà, j'étais un peu dans le tête. Oui, moi j'ai un peu eu le début, moi je ne sais pas si vous avez parlé du CHCCT, du CE, concrètement, du coup, qu'est-ce qui se passe par exemple chez Renault, je ne sais pas si vous pouvez en parler, si vous avez Si. Et puis j'avais une autre question, mais elle m'a échappé, donc peut-être que je la repose. Non mais, tout à l'heure je l'ai dit, le travail qu'on a fait, c'est justement pour donner du poids aux élus dans l'institutionnel. Dans le CHSCT, alors, il y a 2 facettes de l'institutionnel. Il y a, on va dire, des droits qui relèvent du juridique. Tous les droits du CHSCT, pour faire appliquer, je ne sais pas, tel et tel ordre sur l'organisation du travail, par exemple. L'ancien, j'ai du mal avec les nouveaux articles du travail, mais le L236 sur l'organisation du travail, toutes ces choses-là, évidemment, ça ne s'oppose pas, au contraire. Il faut que les élus aient un minimum de connaissances de la loi, des obligations légales de l'employeur, etc., etc. Mais là, l'objet, c'est pas ça. C'est comment on donne du poids aux élus quand ils sont dans l'institution. C'est-à-dire comment on leur permet que leur parole, elle ne puisse pas être bottée en touche comme c'est trop souvent le cas. On vous laisse la parole, vous avez causé, bon ça y est, on circulé, il n'y a rien à voir, on passe à autre chose. Là, c'est comment on contraint, au-delà de l'aspect juridique, ce que je n'oppose pas, et comment on contraint une entreprise à être obligée d'accepter que ça ne colle pas, ça ne marche pas. Et du coup, c'est comment la parole des salariés, elle soit vraiment dans l'institutionnel. C'est ça, en fait, la question. Je ne sais pas si je réponds. D'accord. Du coup, j'ai 2 autres petites questions. La loi Auroux, c'est quoi par rapport aux causes
Non, c'est pas par rapport aux pauses. La loi Auroux, normalement, il y avait des conseils d'atelier. Normalement, il était prévu dans la loi Auroux d'avoir des moments, on va dire comme ça, je ne rentre pas dans le juridique, où les salariés puissent se réunir. C'est ce qu'on appelle le droit d'expression, pour aborder les questions du travail, etc. Mais sur le temps de travail. Le problème, c'est que, alors après, on peut refaire l'histoire, mais peut-être que les organisations syndicales ne se sont pas saisies de ce droit-là, et du coup, c'est le patron qui s'en est saisi. C'est-à-dire que lui, il a utilisé les fameux groupes d'expression, comme ça s'est appelé chez Renault en 85, 86, mais en fait, c'est lui qui les instrumentalisait. C'est-à-dire que c'est l'agent de maîtrise qui gérait le groupe de travail. Et donc, en fait, ils utilisaient ces pseudo-groupes d'expression pour que ce soit l'agent de maîtrise qui explique que la politique de la direction, c'était la bonne. Enfin, je fais vite, mais c'est à peu près ça. Donc nous, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup. On est malheureusement la seule organisation syndicale sur ce sujet-là. Chez Renault, j'entends. La CFDT, CGC, FO, Sud sont contre. Ils disent non. Bon, nous, on considère que les moments collectifs sont les moments cruciaux. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si les directions d'entreprise, elles sont supprimées tout simplement les moments collectifs. J'y reviendrai tout à l'heure, une des raisons majeures. Pourquoi ils sont contre, du coup, pourquoi les autres organisations syndicales sont contre? Il faudrait leur poser la question, je ne sais pas trop, je ne comprends pas bien leur argumentation, mais pour l'instant c'est comme ça. Excusez-moi, je voudrais revenir sur l'importance du CHSCT, parce que d'après ma pratique de militant syndicaliste, ça me semble essentiel. Alors d'abord, les missions du CHSCT, c'est de protéger la santé des salariés et d'améliorer les conditions de travail. Donc on n'a pas forcément besoin de la mobilisation du personnel pour ça, et que ce soit la faiblesse syndicale ou la faiblesse de la syndicalisation, la faiblesse de la mobilisation, ça ne doit pas être présenté comme un frein, puisque c'est une loi. Ça dépend des lois Auroux, comme vous le dites. Le CHSCT vient des lois Auroux en 1983, et le rôle clair de ces lois, c'était de permettre un renforcement du pouvoir du syndicat à l'intérieur de l'entreprise, à condition que les militants syndicalistes se l'approprient. Vous avez dit que les chefs d'entreprise connaissant ces lois-là et étant très contraignantes pour eux, ils se sont intéressés au CHSCT, mais à leur manière. Donc, c'est une instance très contraignante pour la direction, c'est-à-dire que si le CHSCT est bien fait, la direction est renvoyée à sa responsabilité, elle prend des risques à ne pas respecter les avis du CHSCT. Donc, voilà déjà une chose. Alors, vous avez parlé par exemple du suicide, la question du suicide dans les entreprises. Le CHSCT est le premier habilité, notamment pour prévenir le harcèlement moral dans l'entreprise. Vous avez parlé du temps de pause des organisations de travail. C'est pareil, le CHSCT est là pour contraindre les directions à respecter la réglementation en termes d'organisation et temps de travail. Comment le CHSCT peut aussi s'appuyer sur le médecin du travail, puisqu'il est membre consultatif pour tout ce qui est les références scientifiques, on va dire, les études qui ont été faites, qui montrent les effets négatifs sur la santé si les organisations de travail sont défectueuses. Alors vous avez parlé aussi du travail prescrit et le travail prescrit et le travail réel, la différence entre les deux. Là encore, le CHSCT a un rôle à jouer, c'est-à-dire que le CHSCT est habilité à organiser des missions d'inspection dans les services pour voir justement le décalage entre le travail réel et le travail prescrit. Alors c'est vrai, ce que vous proposez à la CGT, de faire appel à des chercheurs, mais le CHSCT, encore une fois, il est là pour ça, puisqu'il est habilité aussi à demander l'intervention d'experts pour les questions de conditions de travail dans l'entreprise. Donc moi, ce que je pense, c'est que à partir du moment où les organisations syndicales s'approprient le CHSCT et font bien fonctionner ce CHSCT, les conditions de travail vont obligatoirement s'améliorer. Vous imaginez que dans une entreprise où le CHSCT a été bien fait, s'il y a un suicide, le directeur est tout de suite mis responsable. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais pas bien l'histoire de Renault, il y a eu un procès, etc. Mais en attendant, si le CHSCT est bien fait, la faute inexcusable de l'employeur est reconnue directement. Alors moi je pense aussi, comme je vous dis par rapport à mon expérience, c'est-à-dire je suis dans une boîte, notamment une des plus grosses boîtes du Morbihan, où hélas le CHSCT ne fonctionne pas du tout. Et comment je peux vous dire qu'on peut faire le parallèle entre les conditions de travail qui sont absolument lamentables. Ça c'est important. Moi,
Je me suis battu pour que ce CHSCT fonctionne, et hélas, à l'intérieur même de mon syndicat, tout le monde n'est pas d'accord pour le faire. Donc voilà. Alors vous avez parlé aussi de... Excusez-moi, je suis... le temps syndical. Il faut plus de temps syndical. Moi, ce que je réponds par rapport à ce que je vois dans ma pratique, c'est qu'il faut bien utiliser le temps syndical. Comment ça se fait qu'il y a des responsables syndicaux ou des militants syndicalistes à qui on leur attribue un temps pour défendre les conditions de travail, n'utilisent pas ce temps. Ça pose un problème. On parle de faiblesse de syndicalisation, faiblesse de mobilisation, mais les salariés ne sont pas dupes. Ils se rendent bien compte que les gens qui ont des responsabilités ne les assument pas, et du coup ont plus de mal à faire confiance aux organisations syndicales. Je me permets de le dire puisque je suis à l'intérieur d'un syndicat, celui de la CGT. Donc voilà, le rôle du syndicat pour moi, alors ce serait quand même d'essayer de faire en sorte que le CHSCT fonctionne le mieux possible. Ça nous réglerait bien des problèmes. Quand je vois le temps qu'on perd dans des dossiers, dans le cadre notamment des défenses individuelles, si on prenait le mal à la base par notamment le fonctionnement du CHSCT, on réglerait bien des problèmes d'un seul coup. Et peut-être que le temps syndical, le problème du temps syndical ne se poserait plus. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai à dire par rapport à tout ça. Je sais pas, je vais peut-être pas en faire une question-réponse, s'il y a d'autres personnes. C'est juste par rapport à la décision juridique, par rapport le juge donne la responsabilité à l'organisation. On n'entend pas. Je voulais savoir où est-ce que je peux voir la décision juridique. Ouais, sur Internet, vous allez la trouver, vous tapez Renault Technocentre. Elle est récente, elle est de... Oui, il y en a plusieurs, puisqu'il y a 3 rendus de jugement. Et 3 rendus de jugement, la direction a été condamnée. Et ça ne change pas la donne pour autant, du point de vue de l'organisation. Mais sur Internet, vous avez ça. Enfin, moi, je suis particulièrement intéressée parce que je suis dans une entreprise où on vient de créer une liste syndicale CGT. C'est la première fois et on a pas mal de difficultés avec les employés qui croyaient qu'on allait mettre le feu aux pneus dehors dès qu'on allait être élu. Donc c'était assez difficile. On est répartis sur 4 sites sur toute la Bretagne dans les 4 départements. Donc les heures de délégation, je suis déléguée syndicale et déléguée du personnel. J'ai 30 heures par mois de délégation, mais il faut que je me déplace à Bru, à Brest, à Plérin, à Lorient. Donc ça prend du temps sur mes heures. Ceci dit, je le fais avec et sans mes heures et je les utilise et je demande à ce que tout le monde les utilise au maximum, parce que la première chose, c'est qu'on n'en a pas besoin, quoi. Et comment... alors j'étais sur comment l'organisation de la CGT a pris le projet que vous avez mené, c'est-à-dire que je suis allée récemment à une assemblée générale de la CGT où ils disent nous on a tellement voté non que maintenant on ne peut même plus signer en bas de la page parce qu'une fois qu'on a voté non, il y a des choses on ne peut pas les signer après, quoi. Donc ça m'a surprise parce que c'est effectivement ce que les gens disent souvent, CGT elle vote non. Donc comment la CGT a pris votre plan de travail, votre méthode de travail et comment elle vous a aidé dans votre construction méthodologique? Ça c'est le thème principal du congrès confédéral. Le congrès qui va se tenir à Toulouse, le travail est, on va dire, l'élément essentiel des orientations de la CGT. Donc, alors c'est pas facile parce que j'ai du mal à m'exprimer tout à l'heure. Parce que la question, elle n'est pas de savoir, d'aller chercher les experts pour que ce soit les experts qui nous disent la différence entre la prescription et la règle du travail. C'est le contraire. C'est comment? C'est pas les experts dont on a besoin, c'est les salariés eux-mêmes. Les experts, ce sont des salariés. C'est eux qui sont en capacité de te dire si, si le travail que je fais, ça roule, si ça roule pas, parce que voilà, quels sont les problèmes. Ça peut être que lui et pas d'autres. Donc, ça, c'est la première des choses. Si l'utilisation du CHSCT sur le plan droit, effectivement, le CHSCT, c'est un éventail de droits assez large. Mais si l'utilisation des droits était suffisante pour faire changer les choses, ça se saurait. Et il ne s'agit pas d'une mauvaise utilisation dans ma boîte, toi, je ne sais pas combien de fois on est au tribunal, mais ça fait au moins 40 fois depuis 6 ans, 7 ans.
on a gagné souvent. Est-ce que ça a changé les choses? Non. Ça ne change pas les choses quand les salariés ne sont pas dans la vie. Donc là ce n'est pas d'opposer les choses, c'est au contraire. C'est comment tu vas donner plus de moyens au CHSCT pour faire respecter les droits dans le CHSCT. Et bien donner plus de moyens, c'est de passer avec les salariés. Sauf que ça n'apparaît pas, la preuve d'ailleurs, une évidence. C'est-à-dire de dire, le CHS, c'est qui le CHSCT? C'est qui les représentants syndicaux? On est là pour représenter les gens. Donc c'est avec les gens qu'il faut travailler. Alors effectivement, les heures, après, il y a toujours, évidemment, dans les syndicats, ça se saurait si la CGT pouvait être une organisation qui vaccinait contre la connerie ou contre ça se saurait. Bon, voilà, tout le monde sera la CGT, tout le monde sera intelligent, mais je ne crois pas qu'il y ait une organisation particulière qui exclut ce genre de choses. Mais ça, c'est secondaire. L'essentiel, c'est quoi? C'est de dire comment, quand j'ai 10 heures de mandat, parce qu'il y a des boîtes où c'est très peu, donc les heures, une fois que tu as fait le tract pour distribuer un tract, une fois d'aller, ça passe très vite le temps de délégation. C'est quoi le plus important des fois? Je ne dis pas toujours. Est-ce que c'est de travailler tout seul, en grattant, en se formant exclusivement sur la question du droit du CHSCT? L'article Tartampion dit que l'entreprise n'a pas le droit, etc. Est-ce que le temps, je le passe à ça, ou est-ce que je le passe peut-être d'abord avec les salariés, eux? C'est-à-dire que je puisse faire en sorte qu'eux expriment le plus collectif. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, les gens, en fait, ceux qui se battent, c'est ceux qui souffrent le plus. Les gens qui se suicident, ce sont des gens qui se sont battus énormément pour faire leur travail. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils pètent les plombs. Ceux-là, le problème, c'est qu'ils développent une résistance individuelle. C'est ça le problème, c'est qu'ils se battent plus seuls. Donc il faut bien que l'organisation, son boulot de l'organisation, c'est d'essayer de mettre ça le plus collectivement possible, c'est leur permettre à eux de l'exprimer. Ça, c'est la première des choses. Et les experts, c'est pas pour qu'ils bossent à notre place, c'est le contraire, c'est qu'ils nous donnent quelques outils. Et là, ce que je vous dis là, c'est pas que chacun aille chercher des experts, c'était pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière le travail. Et donc, si on passe par exemple par la loi du CHSCT, la direction est obligée de tenir compte de l'avis de l'expert. Ouais, enfin bon. Que si on sort, et là ce qui se passe par exemple dans ma boîte, c'est que la direction met en place des groupes de travail pour contourner le CHSCT et les organisations syndicales y participent. Non, mais donc c'est là-dessus que tu viens de donner la réponse. Tu dis un truc, tu dis ce que j'ai dit tout à l'heure. Les directions d'entreprise, c'était avec les lois Auroux en particulier. Elles ont instrumentalisé, c'est ce qu'elles font d'ailleurs avec le lean manufacturing, où elles disent aux salariés, on va vous réunir, et pour vous aider dans votre travail, vous allez pouvoir vous exprimer pour que ça soit moins fatigant. Dans les usines d'automobiles, c'est prégnant. Et si on prend maintenant l'aérospatiale, ils leur disent qu'il faut copier sur l'industrie automobile. Bonjour les avions, la qualité. Bon. Qu'est-ce qu'ils disent aux salariés? Ils leur disent, au début ça apparaît vachement sympa, vous vous déplacez trop, on va limiter les gestes, etc. Les gens s'engouffrent là-dedans. Le problème, c'est qu'on ne touche pas une bille. Et une fois que les salariés, il faut qu'ils fassent leur propre expérience. Dans un premier temps, on dit c'est pas con, au moins ils nous donnent la parole, etc. Puis très vite, ils se rendent compte que derrière ça, c'est pas leur amélioration, c'est pas l'amélioration de leurs conditions de travail qui va pas s'améliorer. C'est que ça va permettre de gagner en temps, c'est ce que les patrons appellent presque la chasse au temps mort, et du coup, 2, 3, 4 salariés en moins. Là, la question, c'est pas que ce soit la direction qui défasse les groupes de travail, c'est que ce soit toi. C'est-à-dire que ton énergie syndicale, tu la passes, avec les salariés, eux. Et que tu l'exprimes collectivement. C'est-à-dire faire en sorte que ce soit eux qui formulent ça. Et ça te donnera d'autant plus de poids dans l'institution. Parce qu'on parle des CHSCT, mais moi, c'est plus global que les CHSCT. Moi, je ne suis pas CHSCT, je n'ai jamais été d'ailleurs CHSCT, j'étais délégué du personnel. J'étais secrétaire du syndicat, là je suis délégué central. Bon. Moi je suis à temps plein. Comment voulez-vous que je puisse porter des situations concrètes de travail? C'est impossible. Je ne peux pas aller voir les 36 000 salariés, c'est impossible. Si les camarades sur le terrain, ils ne remontent pas la réalité de ce qu'il fait, moi je vais faire ce que je peux. Ça fait partie des missions du CHSCT. Oui, mais le CHSCT... C'est-à-dire de faire des inspections dans les services avec... comment on appelle ça, il y a des outils de travail avec un listing, avec des questions qui se posent aux salariés. Normalement, avant une inspection dans un service, on doit aller consulter les salariés, leur donner un document pour qu'ils se posent des questions des conditions de travail. Et ensuite, il y a une inspection avec les membres du CHSCT. Donc là, il s'agit bien de prendre en compte quand même la vie des salariés sur leurs conditions de travail par le CHSCT. Oui, d'accord. Pourquoi j'insiste sur le CHSCT? Parce que je rappelle, c'est une instance contraignante. Vous pouvez prouver quoi que ce soit. Moi, je ne te dis pas le contraire. La direction, si ça ne passe pas au CHSCT, il n'est pas obligé d'en tenir. Si ça passe au CHSCT, il est obligé. Sinon, sa responsabilité. Mais ça ne suffit pas de dire ça.
Renault a été condamné je ne sais pas combien de fois depuis 5 ans, et pour autant, est-ce qu'il faut qu'on réattaque à chaque fois? Parce qu'il mais attends, je peux finir. Parce qu'il n'aurait. Oui, mais Renault, c'est pas Renault. C'est moi, ce genre de réunion, je l'ai fait dans plein de secteurs, et les camarades que je rencontre souvent me disent chez moi c'est pareil, c'est la même chose. Et c'est ça d'ailleurs qui désole nos militants, qui se battent comme des diables pour faire respecter leurs droits, qui vont au tribunal, et malgré tout, qui disent merde, on a gagné, ils continuent quand même. Mais je peux vous donner un exemple concret. Par exemple, dans mon service, on faisait des journées de travail en continu de 24 heures. Et dans mon établissement, la réglementation, c'est interdit, c'est maximum 10 heures. On faisait 24 heures de travail sans s'arrêter. Plusieurs fois, les salariés, mes collègues, ils se sont plaints de cette situation. On a fait une alerte CHSCT là-dessus. 2 mois après, ils ont changé les plannings. Et c'est terminé ces histoires. Bon, les 24 heures, les gardes ont été conservées parce qu'il y a des collègues qui souhaitaient des raisons de rémunération et de déplacement entre le travail et le domicile. En attendant, ils ont revu les plannings de façon à ce qu'on ait des périodes de repos suffisantes avant ou après. Avant et après. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est officiel, le passé en CHSCT, c'est sur le procès verbal, non-respect de la réglementation, chez nous c'est le décret 2002-9, n'est pas respecté, mise en danger du personnel. S'il y a un collègue qui a accident en rentrant, le directeur est rendu responsable. Pourquoi? Parce que le juge, qu'est-ce qu'il regarde? Le procès verbal du CHSCT. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Je sais, ça ne fait pas tout, vous avez raison. Le CHSCT, c'est pour le respect des conditions de travail, à minima. Effectivement, ça ne règle pas tous les problèmes. En attendant, le rôle du syndicat, mais c'est de faire fonctionner cette instance-là, c'est essentiel. Je vous dis, moi, je n'ai pas votre expérience, j'ai pas de recul, puisque là, je parle par rapport à ce que j'ai vécu dans ma boîte. Il y a plus de 3000 salariés dans ma boîte, et par rapport aux conditions de travail que j'observe et le décalage qu'il y a entre la réglementation et les conditions de travail réellement existantes dans la boîte. Voilà. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve remarquable, c'est que vous faites la preuve que quand on s'organise collectivement à partir de la réalité des gens, on met en difficulté la direction. Et moi, j'invite vraiment à ce qu'on aille plus loin, parce que la direction, on peut l'entendre en termes de direction d'entreprise, mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est que ce soit la direction générale de nos vies qui soit différente. Et que donc, moi, j'ai vraiment envie d'inviter les syndicats à, au-delà de la position du salarié et des militants, c'est de regarder aussi la position du citoyen par rapport à ce qu'ils produisent, pourquoi. Et là, on pourra mettre peut-être en difficulté la direction qui nous est imposée sur le plan sociétal. Donc, je pense que ça va se perdre. Allez plus loin, continuez. Oui, faisons des ponts avec d'autres. Non, mais je suis bien d'accord, mais justement, c'est que la citoyenneté, c'est d'abord dans l'entreprise. Parce que beaucoup aujourd'hui considèrent qu'une fois qu'on est en entreprise, on ne peut rien faire. Et c'est une fois en dehors qu'on peut s'exprimer. Ben non, l'exploitation, c'est dans l'entreprise qu'elle se passe. Et que plus on permettra aux salariés de l'entreprise, eux, d'agir eux-mêmes, ce qui n'enlève rien aux institutions, bien au contraire, ça leur donne plus de poids. Et plus on les amène aussi à intervenir dans le débat public, en dehors de l'entreprise. Enfin, j'en suis intimement convaincu. Donc appuyons-nous sur ces résultats de recherche pour aller plus loin. Et en fait, c'est vraiment le travail qu'il faut transformer par l'entreprise. Ouais. Parce que j'entends beaucoup de mes collègues dire, alors ça c'est nouveau et c'est assez désastreux, c'est que leur vie commence après le travail. Ça veut dire que 8 heures par jour, les 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 11 mois sur 12, ils sacrifient leur journée. Et ça, je trouve que c'est terrifiant, quoi. Et c'est partout, c'est dans le public, c'est dans le privé, et c'est absolument grave que les gens sacrifient la part essentielle de leur vie. Et voilà. Et c'est comme, voilà, c'est presque une malédiction, on la supporte, il faut bien gagner sa vie, mais c'est extrêmement, c'est grave en fait, quand on voit après ce que ça donne. Enfin, moi je suis syndicaliste aussi, mais je travaille, je veux justement ne pas être permanente parce que je veux connaître ce que vivent mes collègues pour mieux pouvoir les représenter. Alors, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Et quand on intervient, nous, au CHSCT, puisqu'on en a un, on essaye de beaucoup l'utiliser, mais on se rend compte que tout est mis en place pour bloquer le système. Mais de façon très gentille. Hein. Ah, mais vous avez raison. Ah, ça, c'est encore... Alors, c'est tout nouveau et c'est encore pire que tout.
Parce que je me rends compte qu'avant, on avait des gens qui disaient « Non, c'est pas comme ça », et qui gueulaient comme des veaux. Et là, bon, ils étaient dans leur rôle. Là, maintenant, ils nous disent « On est d'accord avec vous, mais on ne peut rien faire ». Et là, c'est encore plus terrifiant parce que ça nous ramène face à une impuissance complète et c'est l'aquabonisme. De toute façon, ça ne sert à rien de lutter puisqu'on n'y arrivera pas. Et c'est ce qui est intéressant dans ce que tu disais sur restaurer la capacité d'agir collectivement. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment la chose importante à faire. Et ça passe, comme tu dis, à aller rencontrer les gens, à ne pas se laisser enfermer. Alors, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que de plus en plus, ils nous font des réunions pour un oui, pour un non. Ils nous demandent notre avis surtout. Mais ils n'en tiennent pas compte de notre avis. Résultat de la manœuvre, on perd un temps fou dans des groupes de travail, des structurations à la noix de coco. Pendant ce temps-là, nos collègues, ils souffrent. Et en plus, ils disent, ouais, ces syndicalistes, de toute façon, ils ne sont jamais au boulot, ils sont toujours en réunion. Et du coup, en plus, ils nous coupent des nôtres. Et donc, ils nous coupent de notre capacité à faire un lien avec eux pour agir avec eux. Et là-dessus, tu as raison, il faut qu'on inverse le processus, et quitte à ne plus aller à leur future réunion à la noix de coco, et d'aller plutôt voir les agents et de faire des actions avec eux. Donc, on le faisait, nous, mais traditionnellement, une fois par an, au moment des suppressions d'emplois, parce que tous les ans, ils nous en suppriment. Mais finalement, on ne le fait peut-être pas assez, tu vois. Et je pense que c'est important de faire des structurations, des discussions et de partir de là pour amener des témoignages précis quand on rencontre les directions et les gens qui n'ont pas forcément de pouvoir, mais qui au moins entendent la souffrance qu'ils engendrent eux. Non pas par leur fait, mais par le fait que eux, ça passe par leur transition à eux, et qu'ils ne sont pas foutus capables de dire non, ça ne passera pas par moi. Parce que c'est un peu trop facile de dire on est d'accord avec vous, mais on est obligé de l'appliquer. Ben non. Pendant la guerre, il y en avait qui ne les appliquaient pas. Les salariés d'engendrer des réunions sur leur lieu de travail, parce que parfois le syndicaliste est loin, dans un bureau loin, et ben oui, c'est pour ça qu'il faut y aller. Un fossé énorme. Et c'est pour ça, je pense, en tant que syndicaliste, il ne faut pas dire, bon, on va voir les salariés, puisque nous sommes salariés. En fait, les syndicalistes, ce sont juste des salariés. Normalement, ce sont des salariés qui désignent parmi eux des collègues qui vont les défendre leurs intérêts face à la direction. Oui, mais souvent, oui, d'accord. Parce que là, après, du coup, on a la tendance à croire que c'est comme une boîte de prestations, ou une mutuelle, une assurance. Non. Le syndicat, c'est pas aller cotiser, c'est d'aller demander des comptes à l'intérieur du bureau syndical, de s'investir, passer du temps, poser des questions. Il ne faut pas que ça devienne un métier. Non, mais la question qui est posée, c'est que tu ne parles pas à leur place. Parce que souvent, on a une tendance à prendre notre temps à expliquer aux salariés les conséquences qu'eux vivent et qui vont être capables. C'est ça, ça n'a rien à voir avec le fait de dire pour l'instant vous êtes pas. Moi je connais plein de gens qui sont au boulot parce que la plupart des militants ils ne sont pas dans un bureau, ils font très peu d'heures de mandat et ils sont bien emmerdés pour pouvoir aller discuter avec les salariés. Ce qui les amène à parler de choses générales, c'est ça dont je parlais tout à l'heure. Or là l'idée, depuis tout à l'heure, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on ne parle pas à leur place, qu'on fasse preuve de modestie. Moi dans mon boulot, je ne connais pas le métier des camarades. Moi. On n'a pas la même histoire. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit eux qui le formulent. Mais on ne devrait pas aller la chercher, puisque, par exemple, les syndicats, notamment à la CGT, d'après les statuts du syndicat CGT, c'est d'abord les syndiqués qui administrent le syndicat. C'est-à-dire que c'est eux qui donnent la ligne de conduite. Et c'est pas dans l'autre sens. Il faudra qu'on regarde. J'irai dans ton syndicat. Mon métier, c'est instit, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, 7 jours sur 7. Et je suis aussi CGT, je suis membre du bureau de l'Union départementale. Je me salue Fabien, que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. On avait fait venir Fabien, on avait organisé une grande journée sur l'émancipation du travail. C'était au mois de mars. Et je dois dire que ton intervention avait suscité beaucoup de réactions. Et que ce que tu as dit ce jour-là, ça a toujours beaucoup de répercussions. Il y a des syndicats qui ont mis en œuvre ce que tu as expliqué aujourd'hui. Et on voit que c'est des syndicats qui sont remis en mouvement. Voilà. Alors en fait, pour un petit peu répondre à certaines questions, je ne sais pas si je suis autorisée à le faire, mais en fait, la CGT, c'est vrai qu'elle s'est éloignée du travail. Dans les années 80, en fait, ce qui s'est passé, c'est la disparition du travail. C'est la fin du travail.
le travail c'est considéré comme une malédiction. Et puis il faut essayer de vivre sa vie, on idéalise les loisirs, les vacances, etc. La fin du travail est organisée. C'est aussi les travailleurs qui disparaissent avec le travail, l'activité de travail. Le mot d'ouvrier devient méprisant. Et en fait, la communication d'entreprise montre des choses, des façades lisses, etc. Tout va bien, mais derrière les murs, on ne sait plus ce qui se passe. Ça a sa sortie, évidemment, c'est concomitant d'une crise, la crise de l'emploi. L'emploi devient structurel. L'emploi, pardon. Le chômage, plutôt, c'est le développement du chômage de masse. Le salariat change, on passe quand même, dans les années 80, il y avait un CDD pour 9 CDI. Dans l'intervalle qui nous sépare des années 80, on est passé à la proportion exactement inverse. C'est-à-dire que maintenant, on est à un CDI pour 9 CDD. Donc le salariat change, c'est un salariat qui est beaucoup plus précarisé. Et le militant syndical se retrouve bien seul, c'est la clé du militantisme, quand même, il ne faut pas se pleurer dans ces années-là. On était 5 millions à CGT en 1947, on n'est plus que peut-être 300 000, 700 000. 400 000. 700 000. Comment 700 000. Aujourd'hui. Ouais. Dans les années 80, moins. Et donc le militant syndical, il est sommé d'avoir des réponses à toutes les questions. Et en fait, c'est la naissance du syndicalisme de délécation. Ce qui n'est pas sans souffrance quand même chez les militants syndicaux, parce qu'ils sont chargés, ils doivent toujours trouver la solution à toutes les questions qui sont posées. Et c'est en fait le modèle du syndicaliste super-héros qui va régler tous les problèmes, débarquer, voilà. Et ce qui n'est pas forcément un choix, c'est pas... voilà. Et pendant ce temps-là, la France connaît un mouvement d'industrialisation et c'est la naissance du capitalisme financier. Et qu'est-ce qui se passe pour le capitalisme financier? En fait, l'objet du travail, c'est de produire des dividendes, tandis que les travailleurs, je l'exprime très bien, ils s'accrochent à quoi? Ils veulent toujours produire des biens, des services de qualité. Le travailleur veut toujours bien faire son travail. Mais tout ça, c'est invisible, en fait. C'est une lutte qui se joue partout, la lutte des classes, en fait, entre le travailleur qui veut continuer à bien faire son travail et puis les actionnaires qui sont invisibles et qui veulent simplement des dividendes. Et c'est quelque chose de terrible parce que ça a des conséquences sur les travailleurs, tu l'as très bien dit, mais socialement, c'est quelque chose aussi de très grave parce que tout est sur le fil du rasoir aujourd'hui. S'il y a des gens qui sont bien soignés dans les hôpitaux, c'est parce qu'il y a des gens qui se défoncent au quotidien de manière totalement invisible. Tu as parlé de résistance individuelle pour que les choses soient faites, pour que le travail soit fait. Et les gens sont fatigués à la fin de la journée. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait c'est pas qu'ils ont bien fait leur travail, c'est qu'ils ont déjoué plein d'obstacles pour continuer à faire le boulot. Et permettre de refaire sortir, la CGT est en train de refaire, faire sortir le travail, le contenu du travail de cette... donc ça, c'est ce dans lequel il était enfermé. Et ça permet aux gens de reposer des questions sociales. Qu'est-ce que c'est de travailler? Pourquoi travailler? Pourquoi produire? Comment produire? Et on voit qu'il y a des luttes qui se développent suite à ta visite. D'ailleurs, il y a des copains dans un hôpital. En fait, ils mettent leur lutte, non pas sur des effectifs, des statuts, etc. Là, on n'a plus les moyens de bien faire notre boulot. Et du coup, c'est l'hôpital de Riantec pour ceux qui connaissent. Et du coup, les usagers, ils sont vraiment, ils comprennent, je veux dire, à 100% le pourquoi de la lutte des gens qui refusent les processus de travail dégradés, processus de travail dégradant, les gens qui soignent. Voilà. Donc, en fait, reposer toutes ces questions-là, c'est remettre comme ça sur la scène publique toutes les questions de la société, parce que le travail c'est essentiel dans une société, il n'y a pas de société sans travail. Voilà, je suis désolée d'avoir été péremptoire là, c'est mon métier qui veut ça, moi, je trouve que ton intervention qui nous explique cette réappropriation effectivement des mécanismes industriels et donc cette compréhension de cette situation d'exploité, parce que bon, je pense qu'on peut reprendre des termes, est fort intéressante, montrer que effectivement les salariés qui étaient en dehors du syndicat, donc ce syndic, c'est très bien. Maintenant, la question c'est est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir peser face à un groupe comme Renault avec ses décisions? Effectivement, on sait très bien que c'est quand même le financier qui décide. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout à l'intérieur même du syndicat. Les nouveaux syndiqués qui arrivent donc, sont vraiment vecteurs, sont vraiment moteurs, sont partants, ce qui est parfait.
est-ce que vous arrivez à les former de façon justement à... Comment est-ce que tu vois, disons, le renforcement, tu vois, de ce rapport de force qui a commencé à être créé? Et est-ce que éventuellement ce rapport de force peut amener effectivement, je dirais, disons, un rapport de force suffisant pour imposer la direction? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que dans la plupart du temps, on a l'impression de subir le travail, non pas de vivre. Ça, c'est le problème essentiel. Donc ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est au niveau même de la CGT. Donc ce travail-là a été fait sur Renault, c'est super. Est-ce que les autres, au moins au niveau de l'industrie automobile, je pense notamment à PSA bien entendu, est-ce qu'il y a un travail commun qui s'effectue de façon à ce que sur l'ensemble du pôle, tu vois, du secteur de l'industrie automobile qui est quand même très fort en France, hein, c'est quand même 100 000 emplois en Bretagne, on parviendrait effectivement, disons, à donner une véritable impulsion, parce que moi, je le dis honnêtement, mais je pense qu'effectivement, en 2008, on a raté un sacré coche lorsque on a eu quand même des temps de chômage partiel très importants au niveau de l'industrie automobile et qu'hélas, j'ai l'impression que les camarades sous-traitants ou des entreprises automobiles étaient isolés dans leur boîte. Il n'y a pas eu ce pôle qu'on pouvait attendre en disant les mecs qui sont au chômage partiel, ils peuvent faire des opérations communes. Et ça, est-ce que ça peut redonner, tu vois, cette dimension de lutte? Et puis troisièmement, mais là c'est une réflexion personnelle en tant que militant syndicaliste révolutionnaire, hein, sur la base de la charte d'Amiens, c'est vrai que si on se rapproprie la conception effectivement de l'outil économique, est-ce que ça ne peut pas permettre effectivement de se dire on peut changer le système capitaliste, est-ce qu'on ne peut pas créer nos propres structures de production et de distribution? Sur la première question, c'est malgré tout compliqué cette démarche. Ah oui. C'est compliqué parce que chasser de naturel et revient au galop. C'est-à-dire que la plupart des camarades, quand on fait des stages, parce que depuis on a formé 120 camarades à peu près chez nous. Alors on n'a pas une situation uniforme. Tu as des syndicats qui ont quasiment laissé tomber, parce qu'une fois rentré dans le syndicat, ils sont repartis comme en 14 sur je fais comme avant, je passe mon temps à faire la déclaration de CHSCT, de solliciter l'inspecteur du travail. Bon, voilà. Dans d'autres, ça a plutôt tendance à se développer. Ça redonne beaucoup d'énergie d'abord aux militants, qui ont quand même le sentiment que l'énergie qui passe, au moins ça sert à quelque chose. Après, ça ne va pas à la vitesse qu'on souhaiterait, bien sûr, mais je vais donner un exemple. MCA, c'est une filiale Renault, on fait le Kangoo, hein, il y a 2200 personnes. C'est un syndicat où on avait une dizaine de syndiqués et encore. Bon, il y a quelques jeunes, on les a intégrés. Aujourd'hui, on en a 160. On a triplé nos voix. Bon, ça donne du dynamisme. Mais en même temps, c'est compliqué. Ça va parce qu'il y a quelques camarades qui sont toujours en train d'essayer de reposer, de se réinterroger à chaque fois sur... Parce que le naturel, il est comme ça. Et moi, je pense que ça, c'est de nature à changer positivement les choses, je pense. Sur ta deuxième question, oui. Alors avec PSA, non. PSA, moi, je connais un peu quand même. Bon, ceci dit, c'est compliqué. Hein. PSA ne sont pas du tout organisés comme nous. Et moi, j'ai tenté des rencontres avec eux, ça ne s'est pas fait. Bon, après, il faut dire que le contexte s'y est pas prêté. Enfin, l'an dernier, ça a été compliqué, Aulnay, machin, etc. Ça l'est toujours aujourd'hui. Je désespère pas, parce qu'au niveau de la fédération, moi, j'en ai fait quand même pas mal, des présentations comme ça, et j'ai pas mal de camarades qui me sollicitent en me disant sauf que moi, tout seul, je peux pas. Moi, je suis chez Renault, je peux pas. Bon. Mais à la CGT, ça commence quand même à prendre tournure. Ça commence, je dis tout à l'heure, à la Confédération. C'est un des thèmes qui va être central dans le débat confédéral. Hein, c'est comment on essaye de se réapproprier les questions de terrain, les questions du travail, hein, tout simplement, avec tout ce que ça pose. Troisième chose, oui, je pense que c'est aborder les questions. En fait, la question de l'organisation du travail, plus on touche aux questions du travail, plus on se rend compte que l'organisation, c'est là que l'exploitation se fait, mais l'organisation, c'est un enjeu politique. Si les entreprises, et c'est pas d'aujourd'hui, l'organisation du travail a toujours été considérée comme la chasse gardée patronale. C'est pas vrai qu'en France, c'est vrai à l'échelle mondiale. Hein. C'est une vraie question politique. D'ailleurs, quand on refait un peu d'histoire, que ce soit Lénine, que ce soit qui considérait que le taylorisme était une organisation scientifique du travail, bon, on l'a vu, voilà, c'est... En fait... tout ce qui, ensuite, tout à l'heure j'ai parlé de manufacturing, en fait c'est du taylorisme à la puissance 10.
la suppression des temps de pause, c'est pas simplement pour gagner en gain. C'est parce que les tauliers, ils ont compris, les patrons, que le fait d'empêcher les salariés de pouvoir ne serait-ce que discuter, c'est un enjeu politique majeur. Alors moi, j'en terminerai là parce qu'il est tard, il faut quand même qu'on rentre, mais je vais essayer de vous expliquer ça facilement. Enfin, je n'ai pas la prétention de le faire dans le détail, mais Philippe Dalzy, si ça vous intéresse, vous allez sur son site internet, il vous l'expliquera de manière scientifique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, qu'on a appris, parce que d'abord je l'ai un peu évoqué, quand je vous ai dit que les salariés découvraient au fil de leur description de leur situation de travail, ils découvraient eux-mêmes l'étendue de ce qu'ils faisaient. Moi, ça m'a assez surpris. En fait, il y a une explication derrière ça. L'action, elle précède la pensée. C'est-à-dire qu'en fait, on agit avant de penser. Et en réalité, alors moi, je n'aurai pas la capacité de faire une explication très scientifique, mais je resterai sur le pensée du En fait, je vais vous donner un exemple. Quand on se gratte, on ne pense pas qu'on va se gratter avant. On le fait de manière machinale. Quand, en fait, les actions qu'on est amené à faire, un joueur de foot, etc., quand il vous dit j'ai pensé, vous avez vu la passe que j'ai faite, j'ai eu le temps d'y penser, en fait, c'est pas vrai. Il ne peut pas avoir le temps de penser. Ça, c'est consécutif à son histoire à lui. Quelque chose qu'il ne maîtrise d'ailleurs pas. Hein. C'est une partie du cerveau, enfin, vous irez voir sur le site internet, etc. Mais vous allez voir où je veux en venir. Dalzy prend cet exemple-là. Vous n'allez pas vous réveiller la nuit parce que votre journée s'est hyper bien passée. En général, c'est plutôt là que tu dors bien. Tu te réveilles quand quelque chose ne s'est pas bien passé. Et le cerveau, lui, il n'enregistre pas ce qui se passe bien. Il enregistre seulement, enfin je parle de manière consciente, hein, il enregistre seulement justement ce qui ne se passe pas bien. Et que, comme on agit sans penser, alors que ce n'est pas tout à fait exact de le dire comme ça, parce que c'est consécutif à sa propre histoire, sa culture, En fait, l'individu, il a besoin de reformuler pour prendre conscience de ce qu'il fait. Donc, j'en reviens à la question de l'organisation du travail. Moins on laisse les salariés cette capacité de discuter, donc de reformuler, moins tu les amènes eux-mêmes à penser ce qu'ils font. Et donc, à revendiquer. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de standardisation, les fameuses, ça c'est tout à fait, c'est Taylor, hein, c'est Ford d'ailleurs qui disait il faut supprimer tous les collectifs de professionnels, parce que sinon on va leur donner l'impression qu'ils vont gouverner l'entreprise. C'est cette démarche-là. Quand ils ont supprimé les collectifs, quand ils ont supprimé les temps de pause, les temps de casse-croûte, le moment où... En fait, c'est ça qu'ils visent. C'est à éviter que les salariés puissent prendre conscience de leur propre situation, mais surtout de ce qu'ils font dans leur travail. Et donc de l'étendue des compétences, de la qualification qu'ils mettent en œuvre. Quand la direction dit la standardisation, elle est liée à ça. Quand on n'arrête pas de dire à des gens, mais ce que tu fais, n'importe qui peut le faire. Regardez Montebourg avant-hier. Quand il dit, il n'a pas dit ça comme ça, il y a 7700, enfin c'est 8260 en réalité, suppression d'emploi, puisque ce sont des gens qui ne vont pas être remplacés. Il lui dit, bon, c'est un mode de gestion. C'est comme si ces gens-là, ils ne faisaient rien. Le travail disparaît complètement de la surface de la planète. Là. Il ne fait rien, le travail. Donc ça revient à dire, mais ce que tu fais aujourd'hui, tu as vu, on le fait en Roumanie, c'est-à-dire que tu ignores totalement la qualification, les compétences, ce que chacun est capable de mettre en œuvre. Et donc, les gens ne vont pas revendiquer les qualifications, puisqu'on n'arrête pas de leur dire qu'ils ne font rien. Et souvent, les gens n'ont pas conscience eux-mêmes de tout ce qu'ils font en réalité. L'exemple que je donnais tout à l'heure, parce que ça c'était assez long dans la description, sinon. Et les camarades que je connais, entre parenthèses, moi je leur ai pas dit, c'est fou, vous êtes payé que P2 alors que vous faites un boulot de technicien. C'est eux. Et c'est là que ça m'a frappé. C'est que plus ils discutaient, plus ils détaillaient ce qu'ils faisaient dans la journée, plus eux ils disaient, putain, ouais, je fais ça, ils n'en avaient même pas conscience. Et ils font ça tous les jours. Et c'est eux qui ont dit, mais merde, on devrait au moins être P3. Donc, la nécessité de ne pas parler à leur place, de s'intéresser à ce qu'ils font, mais c'est aussi pour qu'eux-mêmes prennent conscience de l'étendue de ce qu'ils font. Vous voyez, c'est... Alors moi, je ne suis pas scientifique, mais l'apport scientifique dont je parlais tout à l'heure, c'est ça que Dalzy aussi nous a permis de comprendre. Et ça ramène bien la question de l'organisation du travail à une question qui est fondamentalement politique, d'ailleurs. Et les questions de citoyenneté dont on parlait tout à l'heure, elles sont liées à ça. C'est quand on se parle uniquement sur la question de l'emploi. En fait, l'emploi, c'est quoi? C'est la valeur marchande du travail. Elle est définie par l'employeur, par définition. La personne ne peut pas être acteur de quelque chose quand il est enfermé dans cette notion d'emploi. Par contre, quand on lui parle de son travail, et d'ailleurs c'est fou la métamorphose qu'il y a sur les visages quand on demande aux gens de nous parler de leur travail, et là on voit que la dignité
la dignité se reconstruit en fait. Les gens retrouvent la dignité et la fierté de faire ce qu'ils font. Et quand on parle d'emploi uniquement, on se bat uniquement là-dessus, on ne peut pas revendiquer une augmentation de salaire, comme tu l'as évoqué, puisque en fait les gens, on leur dit sans arrêt que c'est de la merde ce qu'ils font. Et s'ils parlent de leur travail, de tout ce qu'ils font, de toute la richesse, de ce qu'ils produisent, de toute l'intelligence qu'ils sont obligés de déployer pour faire ce qu'ils font, et tout métier, et tu l'as bien dit, tout travail nécessite énormément d'intelligence, y compris quand on travaille à la chaîne, de manière imperceptible pour l'observateur. En fait, les gens ils mobilisent de l'intelligence pour réguler la chaîne, repositionner un truc, écoutent tous les moindres bruits, le moindre bruit qu'il peut y avoir pour que ça se passe bien. Et bien en fait, quand on leur permet de parler de ça, ils retrouvent la fierté de ce qu'ils font et donc la capacité à agir et notamment à dire moi ce que je fais, ça mériterait bien plus que le salaire de merde qu'on me verse à la fin du mois. Voilà, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Ouais. Je suis désolé, mais